Bonjour à tous. La France est en deuil après le terrible attentat de Nice sur la promenade des Anglais la nuit dernière. Quelques heures plus tard, aux alentours de 4 heures du matin, c'est François Hollande, le président de la République, qui a pris la parole pour dénoncer un acte sans aucun doute terroriste, pour annoncer également la prolongation de l'état d'urgence de 3 mois. Sachez d'ailleurs que la semaine prochaine, un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres, mardi prochain, très exactement, avant un débat au Parlement mercredi et jeudi. Le président de la République a également annoncé le recours aux citoyens réservistes de la gendarmerie, le renforcement de l'opération Sentinelle et le renforcement de l'action des troupes françaises en Irak et en Syrie. Justement, au mois de mars dernier, lors d'un colloque intitulé « Détruire l'État islamique et après », les sénateurs débattaient de la façon de sortir de la crise au Moyen-Orient. C'est un colloque qui s'est tenu à l'initiative des groupes d'amitié France-Syrie, France-Irak et du groupe de liaison avec les chrétiens d'Orient. Tout de suite donc, voyez ce colloque qui s'est tenu au mois de mars dernier et qui débute par l'allocution du président du Sénat, Gérard Larcher. Messieurs les ministres, et je voudrais saluer plus particulièrement Jean-Pierre Chevènement, qui est ici présent, Hervé de Charette, Hubert Védrine va nous rejoindre dans quelques minutes. Monsieur le Président du groupe de liaison, de réflexion, de vigilance et de solidarité avec les chrétiens d'Orient, cher Bruno Retailleau. Monsieur le Président du groupe d'amitié France-Irak du Sénat, cher Bernard Cazeau, je voudrais à cet instant excuser Jean-Pierre Vial, président du groupe d'amitié France-Syrie, qui a beaucoup œuvré pour ce colloque. Il est en convalescence, les nouvelles sont bonnes, je l'ai eu au téléphone, et il vous transmet à la fois son amitié et la fidélité de son engagement total pour ce que vous allez partager tout au long de cette journée. Messieurs les ambassadeurs, mes chers collègues députés et sénateurs, je vois Gérard Bapt au premier rang, on a partagé des choses ensemble dans une vie antérieure. Je voudrais saluer Monseigneur Goldnich et saluer le professeur Ricardi avec une déférence particulière, car j'ai le souvenir, il y a maintenant 5 ans, d'avoir échangé à Sant'Egidio à l'occasion d'un déplacement officiel. Et je dois dire que nous aurons avec Michel Mercier dans peu de temps aussi à faire des choses ensemble pour le dialogue. Et même si le monde a beaucoup changé en 5 ans, monsieur le professeur, je crois que les valeurs de Sant'Egidio restent des valeurs particulièrement indispensables pour le dialogue. Et je voulais vous souhaiter vraiment la bienvenue, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur, oui, honneur, qui m'étonnait ce matin d'ouvrir ce colloque organisé à l'initiative des groupes d'amitié France-Irak, France-Syrie du Sénat, ainsi que du groupe de liaison, que leurs présidents, tous trois, en soient remerciés. Bien sûr, ce colloque n'aurait pu voir le jour sans l'appui de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Et je voudrais aussi saluer l'action de son président, Jean-Pierre Raffarin, avec qui nous étions encore hier soir. Et vous voyez que tout est possible, cher Jean-Pierre Chevènement, à recevoir le président de la Commission des Affaires étrangères du Conseil de la Fédération de Russie pour échanger ensemble sur un certain nombre de sujets que vous allez encore évoquer tout au long de la journée. Tout à l'heure, Monseigneur Louis Sacco va nous rejoindre. Son témoignage est attendu. Je voudrais remercier Monseigneur Goldnich d'avoir accepté aussi de participer à ce colloque. Ils agissent inlassablement pour soulager la souffrance des chrétiens et de tous ceux qui, quelles que soient leurs convictions, subissent la violence. Et je dois vous dire que, avec la délégation droits des femmes du Sénat, j'ai reçu, et je l'évoquais avec monsieur l'ambassadeur d'Irak, j'ai reçu le 18 février dernier madame Nadia Mourad, cette jeune femme yézidi enlevée par Daesh, dont le récit est bouleversant. Christiane Kamerman était avec moi. Ce colloque n'aurait pas toute sa portée, bien entendu, si nous ne nous mettions pas en perspective. Je suis heureux qu'au Sénat de la République, on puisse mêler la parole d'hommes de foi éminents à celle des diplomates, des responsables politiques ou des chercheurs. C'est aussi cela, la laïcité, que j'ai toujours revendiquée sans adjectif en ce qui me concerne.
Mesdames et messieurs, une lueur d'espoir, certes encore très frêle, naît aujourd'hui en Syrie et en Irak. En Syrie, une trêve. Je sors d'une rencontre avec le chef d'état-major de nos armées ce matin, avec lequel je fais un point régulier. Une trêve, un cessez-le-feu fragile entre les partis combattant l'État islamique et Al-Nosra. En Irak, parce que la progression de l'État islamique est interrompue, voire inversée. Cette lueur d'espoir reste ténue, alors que l'emprise de cet État islamique en Libye se développe, et développe aujourd'hui des ramifications en Afrique. C'était bien une des préoccupations que nous avons partagées ce matin. Il nous faut donc faire face à nos responsabilités. Le chaos en Syrie et en Irak est le fruit d'un échec collectif de la communauté internationale. C'est aussi un immense gâchis. Dans cet échec, la France, avec d'autres, assume sa part de responsabilité. En matière de diplomatie, les meilleures intentions ne produisent pas les meilleurs résultats. Je ne souhaite pas m'appesantir sur le passé. Je souhaite seulement souligner qu'il ne s'agit pas simplement d'un débat intellectuel. Nous parlons de vies brisées, de femmes, d'hommes et d'enfants au destin qui parfois s'arrêtent sur une plage, sur la côte turque ou des rivages de la côte italienne, et les décisions prises à l'abri des chancelleries ont des conséquences graves. Les pays occidentaux n'ont pas vu venir Daesh. C'est d'ailleurs difficile de faire le diagnostic. Pourquoi ? Nous avons procédé à une évaluation erronée de la situation sur le terrain en Syrie. Souvenons-nous, on a annoncé à maintes reprises l'effondrement d'un régime toujours en place et le triomphe d'une opposition dont la faiblesse égale les ambitions de renouveau. Et ça n'était pas hier. Nous siégions sur les mêmes bancs, Jean-Pierre Chevènement et moi, à la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Et nous l'entendions déjà. Nous avons longtemps choisi d'exclure de la table de négociation certains acteurs qui de fait étaient majeurs et sur lesquels un règlement du conflit, de toute évidence, s'est avéré impossible. Nous sommes attachés à des chimères ou des illusions en répétant que si l'histoire s'était déroulée différemment, si les frappes aériennes avaient été menées à l'été 2013, tout aurait été comme par miracle réglé. La réécriture de l'histoire avec des si ne fait pas l'histoire. Bref, si naturellement nous n'avons pas été à l'origine de la crise, nous avons de fait accusé les effets. On devrait d'ailleurs parler non d'une crise, mais d'un empilement de crises. La répression féroce menée par le régime de Bachar el-Assad, la relégation de populations sunnites en Irak, aux marges du pouvoir et de la société. Voilà pourquoi il faut réussir à tout prix l'inclusion, qui prendra du temps, mais sans cette inclusion, on ne progressera pas, y compris au plan militaire. Et vous le savez bien, la tribune du général de Villiers nous renvoie que le militaire n'est qu'un moyen, mais n'est pas en soi la solution, et que la solution est toujours politique après les moyens militaires. Il y a les violences de la guerre, les populations qui fuient la terreur de Daesh, et ceux qui, au lieu de combattre les terroristes, se combattent entre eux. Il y a parmi ces crises le drame des réfugiés, qui nécessite un effort humanitaire gigantesque et éprouve les pays voisins. Je pense à la Turquie, je pense au Liban, et nous étions sur place, et j'étais sur place au mois d'octobre. Quand vous êtes dans la Bekaa, à quelques kilomètres de la frontière syrienne, vous mesurez ce qu'est la réalité, non pas d'une manière théorique, mais d'une manière humaine, et en même temps, la question de la stabilité politique d'un pays qui n'a plus, depuis bientôt 2 ans, d'institutions qui fonctionnent, tout au moins de président de la République, monsieur l'ambassadeur, vous le savez bien, s'inscrit dans un état d'équilibre en déséquilibre qui relève du miracle. Il y a aussi la situation en Jordanie. Et toutes ces crises aussi sont en train de mettre à mal l'intégration européenne.
il n'est que de suivre les sommets, y compris la semaine passée. Dimanche et lundi, je serai à Lampedusa. Après notre commission des lois qui s'est rendue sur place à Lesbos il y a 3 semaines. Nous y rencontrerons avec François-Noël Buffet, avec Philippe Bonnecarrère, les réfugiés, mais aussi naturellement nos collègues italiens, les responsables de Frontex, et tous ceux qui, avec un certain nombre d'organisations gouvernementales ou non gouvernementales, répondent au drame vécu, qui luttent contre les réseaux de passeurs et essaient de maîtriser les flux migratoires. Oui, dans ces circonstances, les chrétiens d'Orient ont été les victimes de presque tous et subissent les assauts, car il faut utiliser les mots, d'un nettoyage confessionnel qui est aussi à l'œuvre. Souvenons-nous, très tôt les patriarches chrétiens nous ont indiqué que nous faisions sans doute une erreur de cap. Ils le disaient à leur manière, et ils auraient pu dire que nous faisions fausse route. Ils sont le témoignage vivant, ces patriarches, de la diversité religieuse du Moyen-Orient et de la possibilité d'une coexistence pacifique entre tous. Ils portent le signe d'une présence multiséculaire. Ils ont ancré en eux une forme de pragmatisme qui les conduit à s'adapter aux situations les plus périlleuses. Et pourtant, est-ce que nous les avons entendus? Nous les avons écoutés, mais sans doute nous ne les avons pas compris. Ou peut-être parfois avons-nous eu une suspicion parce qu'ils dérangeaient nos schémas habituels. Alors, comment agir aujourd'hui? Détruire l'État islamique et après, point d'interrogation, pour reprendre l'intitulé de votre colloque. Il n'y a pas, à vrai dire, de succession chronologique. Pour vaincre les terroristes, il faut d'ores et déjà tracer des perspectives pour l'après. Voilà pourquoi, à côté des solutions militaires, cet après est naturellement un après politique. Vous allez réfléchir au long de cette journée aux moyens de sortir de la crise. Je voudrais peut-être partager avec vous quelques convictions, quelques interrogations. La première urgence est le respect du cessez-le-feu en Syrie. C'est l'application du plan de Staffan de Mistura et on peut rendre hommage, j'allais dire parfois, à sa patience, à sa ténacité. C'est simple de le critiquer, mais je pense que ce matin, je voudrais simplement rappeler que ce qui l'a conduit mérite notre respect, notre considération et notre soutien. Les armes doivent se taire entre tous ceux qui combattent Daesh al-Nosra et les forces terroristes. C'était avec Bruno Retailleau, c'était au mois de juillet 2015, dans une tribune publiée dans La Croix, nous avions appelé à une convergence des coalitions combattant les forces terroristes. Je ne sais pas si elle a été lue à Moscou, mais en tous les cas, elle reste, cette convergence, encore à conduire. Après des difficultés, mais aussi un aggiornamento de notre diplomatie, qu'on a qualifié pudiquement d'inflexion, on a quand même progressé dans cette voie. Second point, qui est peut-être la seconde urgence, est la poursuite du dialogue politique dans le prolongement du processus de Vienne, sans préalable autre que l'accès de l'aide humanitaire aux villes et aux villages assiégés, qui m'apparaît un point tout à fait essentiel, avec ce respect du cessez-le-feu. J'insiste, sans préalable autre que ceux que je viens de mentionner, si nous voulons donner toutes ces chances aux petits pas vers la paix. Sur le terrain, vous le savez, la réalité est complexe. Des ramifications d'Al-Nosra collaborent avec les forces des insurgés en Syrie. C'est ça la réalité, et à la place où je suis, c'est la force du renseignement que nous avons. Insurgés que notre pays a soutenus. Voilà les réalités.
cette situation mérite d'être clarifiée. Une ligne rouge ne doit pas être franchie, selon moi, la remise en cause des frontières des États. L'intangibilité des frontières est la garantie de la paix. La voie de la fédération qui porte la promesse de possible sécession est à ce titre périlleuse. La communautarisation des provinces me semble également une fausse bonne idée. Elle ne pourrait que fragiliser la place des populations minoritaires et notamment des populations chrétiennes. À la fédéralisation et à la communautarisation me semble devoir être préférée une voie de la décentralisation qui affirme l'unité nationale tout en permettant à chacun de maîtriser ses décisions. Le Sénat dispose d'une longue expérience en matière de décentralisation. Elle est mise à profit actuellement, par exemple, en Ukraine, sur un dialogue difficile, long, périlleux, mais on pourra le constater, les armes se sont tues. Et hier soir encore, nous parlions avec la partie russe de Minsk II, des élections dans le Donbass, et M. Del Picchia, on ne parlait pas des armes. Sur le fond, la lutte contre Daesh, Al-Nosra et les forces terroristes impose sans aucun doute de revisiter quelques grandes orientations de notre diplomatie. Quel doit être son premier objectif? L'intervention à tout crin, justifiée par les violences, voire les crimes contre les personnes, ou au contraire la stabilité des États en place. Point d'interrogation. Sachant que l'instabilité entraîne souvent d'autres crimes et d'autres violences. Les interventions récentes pour faire chuter des régimes méritent que l'on soulève ces questions. Il y a au premier rang dans cette salle quelqu'un qui a soulevé cette question il y a plus de 15 ans. Dans quel cas ces interventions ont-elles permis de soulager les souffrances des populations civiles et de remédier à la crise? Point d'interrogation et examen de conscience. Il ne s'agit en rien de prôner une attitude passive, mais bien de redéfinir une doctrine d'intervention qui réponde à des critères précis. Seconde orientation, notre positionnement au Moyen-Orient. Quelle est aujourd'hui la signification de la mission de la France, protectrice des chrétiens d'Orient? Au-delà des déclarations de principe, qu'est-ce que concrètement nous faisons, nous pouvons faire? Quels sont nos engagements? C'est bien là les questions aussi qu'il faut se poser. Le tropisme de notre diplomatie vers les monarchies du Golfe n'a pas d'ailleurs permis de rétablir plutôt des relations politiques plus denses avec l'Iran. C'est un sujet sur lequel je me suis quelque peu penché ces temps-ci. Si les risques de prolifération justifient la fermeté et l'attention constante, je crois que nous allons devoir mieux tenir compte de la place retrouvée de l'Iran après 30 années exceptionnelles d'effacement, et on le mesure aujourd'hui, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, que ce soit ailleurs. La relation avec la Russie, enfin. Dans notre approche des questions de sécurité collective, nous sommes sans doute trop dépendants du bon vouloir de nos partenaires américains, qui défendent, c'est leur droit d'ailleurs, leurs intérêts. Et il n'est que d'observer les primaires américaines pour voir que sans doute le regard Trump sur le reste du monde est un regard qui n'est pas marqué par une ouverture massive. Je pourrais multiplier des exemples. Ces perspectives tracées à grands traits le prouvent, la Syrie et l'Irak, la lutte contre Daesh et les forces terroristes nous conduisent à débattre sans a priori de nos certitudes et de nos orientations diplomatiques. Je sais que telle est votre approche. Il y aura aussi à débattre, et c'est hors de mon papier, des relations avec la Turquie, acteur majeur de celle de l'équilibre aussi Turquie-Égypte, des
nous savons bien, y compris dans Daesh en Libye, qu'aujourd'hui, Turquie et Qatar, Arabie Saoudite, Égypte ne soutiennent pas les mêmes. Et qu'au milieu de tout ça, prospère Daesh. Et que la jonction et l'allégeance à Daesh de Boko Haram et d'autres ne seront pas sans conséquences pour d'autres communautés, d'autres minorités, notamment en Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, le vœu que je forme. Il faut qu'on appréhende le monde tel qu'il est et non pas tel que nous souhaiterions qu'il fût. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir, pour ceux qui ont la foi, un rêve messianique pour le monde, mais nous devons, nous, diplomates et politiques, gérer aussi la réalité et avec les valeurs qui sont les nôtres, qui sont les valeurs de la République, qui sont les valeurs héritées de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et avec quelques principes de réalité, mais aussi quelques valeurs de référence. J'allais dire, elles justifient dans cette maison que, avant 1905, puis après 1905, on ait toujours fait de la cause des chrétiens d'Orient une valeur partagée par chacune et par chacun dans la République. Très bonne journée. Monsieur le Président, bien sûr, du Sénat, Monsieur le Président Retailleau, mes chers collègues, Monsieur le député et mes chers collègues, nous excusons le petit retard de Monsieur Védrine. Dès qu'il arrivera, naturellement, nous lui laisserons la parole. Et en attendant, je voulais vous dire qu'on m'a demandé de remplacer Monsieur Vial, le sénateur Vial, qui est absolument irremplaçable, car il a fait un excellent travail pour la Syrie. Et il est, comme disait le président du Sénat, il est indisposé ces jours-ci, mais il va mieux et il reviendra vite reprendre sa place. Voilà ce que je voulais vous dire d'abord. Nous allons commencer donc par les tables rondes. Et pour cela, je donne la parole à M. Cazot, s'il veut parler de la première table ronde. Et ensuite, nous nous échangerons. Et surtout, à la fin des tables rondes, nous aurons un débat. Eh bien, merci Mme Kammerman. Bon, je pense que nous allons commencer cette première table ronde qui va parler qui va évoquer avec tous ceux qui sont autour de moi, les acteurs politiques de la régionaux et internationaux, puisque ce conflit qui implique une occupation à la fois d'une partie de la Syrie et de l'Irak intéresse bien sûr au premier chef, que ce soit dans les relations avec ces deux pays ou dans le combat avec Daesh, un certain nombre de pays qui vont être évoqués tout à l'heure par nos collègues, ainsi que bien sûr la relation internationale avec les deux coalitions, si l'on peut s'exprimer ainsi, au moins la coalition dans laquelle notre pays est impliqué. Donc je vais peut-être donner, pour aller vite, la parole à M. Francis Balanche, qui donc est un expert puisqu'il a vécu de nombreuses années entre ces deux pays et qu'il, en ce qui le concerne, agrégé et docteur en géographie, a étudié de près l'ensemble des problèmes qui se sont déroulés et qui se déroulent aujourd'hui au Moyen-Orient. Donc, M. Balanche, peut-être. Merci. Je voudrais remercier le Sénat, M. Larcher, pour son introduction, et puis rendre hommage à M. Vial, surtout, qui a été à l'initiative de ce colloque extrêmement important pour l'avenir de la région et la politique de la France. Effectivement, comme l'a souligné M. le Président du Sénat, nous avons des valeurs à défendre, mais il faut aussi avoir les yeux grands ouverts sur le réel. Si nous voulons que la France garde sa place dans la région et que nous comprenions véritablement ce qu'il se passe au Moyen-Orient,
où je pense que l'analogie avec la guerre de 30 ans du XVIIe siècle n'est pas à exclure, parce que nous avons un conflit communautaire, religieux, qui est récupéré évidemment par les acteurs régionaux et les acteurs internationaux. 3 acteurs régionaux, l'Iran, la Turquie et l'Arabie Saoudite, qui luttent pour occuper cette place. 2 outsiders, Israël et le Qatar, évidemment qui ne sont pas en reste. Et puis, dans cette nouvelle guerre froide qui se met en place, avec le retour de la Russie sur la scène internationale qui ferme une parenthèse de 20 ans d'hégémonie du monde occidental après la chute de l'Union soviétique, eh bien le Moyen-Orient redevient l'épicentre de l'arc de crise qu'il a été depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, faisant rejouer tous ces conflits qu'on avait cru éteints ou qui étaient gelés. Espérons que le Liban ne va pas sombrer de nouveau dans la guerre civile, parce que lui aussi est bientôt peut être rattrapé par la crise syrienne. Je ne vais pas trop m'étendre. Je pense que monsieur Védrine saura mieux que moi faire une introduction sur ces nouveaux rapports de force à l'échelle mondiale. Si nous avons choisi de commencer ce colloque par une table ronde sur les acteurs régionaux et internationaux, c'est justement parce que le conflit syrien nous semble de plus en plus et très rapidement ayant échappé aux acteurs locaux. On ne nie pas les problèmes socio-économiques, les problèmes politiques, les problèmes communautaires qui se trouvent en Syrie et qui ont été en grande partie à l'origine du soulèvement. Mais très rapidement, nous avons vu évidemment l'intervention des acteurs régionaux et des acteurs internationaux dans ce conflit. Et aujourd'hui, on peut dire que le conflit syrien échappe aux Syriens, même si évidemment il y a des dynamiques internes au conflit, et que c'est par un accord de la communauté internationale au sens large, des puissances régionales que j'ai citées, des puissances internationales, que nous verrons une fin à ce conflit. Mais la trêve, à mon avis, que nous avons aujourd'hui n'est que très provisoire, plus tactique que réellement répondant à une volonté des acteurs locaux et des acteurs régionaux de mettre fin au combat. Alors, je ne vais pas trop m'éterniser, je vais vous présenter les intervenants. Donc, Monsieur Alain Juillet, qui est donc dirigeant d'entreprise, qui a été directeur du renseignement au sein de la DGSE, qui est un spécialiste d'intelligence économique. Enfin, ça serait trop long de résumer toute votre curriculumité, monsieur. En tout cas, vous dirigez actuellement la revue Sécurité et Stratégie à la documentation française. Vous êtes souvent exprimé sur la crise syrienne et vous avez fait part de votre souhait de nous parler des enjeux énergétiques au sein de cette crise, qui sont passés au second plan, parce que sans doute c'est jamais très porteur de parler de l'économie dans un conflit où on nous fait toujours passer évidemment les droits de l'homme en premier, mais c'est une analyse qui aujourd'hui mérite d'être développée. Ensuite, nous aurons Dorothée Schmitt, qui est spécialiste des politiques européennes en Méditerranée et au Moyen-Orient, qui dirige le programme sur la Turquie contemporaine à l'Institut français des relations internationales, qui est auteur de nombreux articles et d'un ouvrage sur la Turquie, la Turquie au Moyen-Orient, une puissance régionale, publié au CNRS, et qui nous parlera évidemment de l'influence de la Turquie dans la crise syrienne et ses relations avec les autres puissances, notamment avec la Russie, parce que n'oublions pas que si la Russie est en Syrie, ce n'est pas seulement pour protéger Bachar el-Assad ou garder des bases sur la côte syrienne, mais aussi pour affaiblir la Turquie. Et nous aurons également donc Peter Welby, qui dirige le Centre sur la religion et la géopolitique à la Fondation Tony Blair à Londres depuis 2013. Il a vécu en Égypte, au Yémen, il est arabisant. Et ses analyses portent sur l'État islamique, le djihadisme. Un papier très intéressant qu'il a publié récemment sur comment détruire l'État islamique et sur les processus de radicalisation. Donc je vais tout de suite passer la parole donc, à Monsieur Juillet. Merci. Lorsqu'on parle de la Syrie, aujourd'hui, il y a un côté, en France en particulier, il y a un côté émotionnel, c'est parce que avec tout ce qu'on nous a raconté, tout ce qu'on a vu, on surréagit à un certain nombre de choses, avec raison d'ailleurs. Mais je crois qu'on oublie les bases et les raisons pour lesquelles tout ça a commencé. Et c'est ce que je voudrais, moi, expliquer, parce que je crois qu'il y a 3 éléments fondamentaux qui expliquent ce qui se passe.
Le premier, effectivement, c'est Daesh. Comment s'est créé Daesh? On y reviendra certainement très souvent, hein, mais parce que c'est important. Le deuxième, c'est bien sûr la Russie. Pourquoi la Russie intervient aujourd'hui? Mais il y a un troisième point par lequel je crois qu'il faut commencer, c'est les raisons fondamentales qui ont fait que brutalement un pays qui était relativement calme, c'était une dictature, et là-dessus il n'y a pas le moindre doute, mais dans le coin, dans la région, il n'y a pas beaucoup de pays qui ne sont pas des dictatures. Et donc c'était une dictature, et brutalement cette dictature, il y se pose des problèmes importants au niveau populaire. Et alors on a dit, c'est la réaction des gens contre le régime. Alors moi je vais vous donner une autre version pour vous faire réfléchir, sans prétendre bien entendu qu'elle peut être la seule. Mais je crois qu'il ne faut pas l'oublier, alors que malheureusement en France en particulier, on l'a complètement oublié. Il faut revenir 15-20 ans en arrière, quand les Iraniens ont découvert le plus grand gisement du monde de gaz, le gisement South Pars, qui est en Iran et sur lesquels d'ailleurs les Qataris peuvent prendre du gaz par un pipe, par un percement à 45 degrés, puisque le gaz qatari, pour la plus grande partie, est situé sous l'Iran. Ça, il faut le savoir. Donc, le gisement South Pars, quand il a été découvert, tout le monde s'est dit c'est un formidable gisement, il faut donc l'exploiter. Et des deux côtés, les Qataris et les Iraniens ont réfléchi comment ils pourraient faire. Les Qataris ont eu l'idée, appuyée par l'Arabie saoudite, de faire un pipeline, un gas pipe exactement, qui partirait du Qatar, qui remonterait par l'Arabie et la Syrie, et qui irait ensuite se brancher sur l'autre pipe actuel, à l'époque le South Stream, hein, le pipeline qui passe par la Turquie et qui amène du gaz vers l'Europe. Et c'était un grand projet parce que ce gaz qui allait vers l'Europe par le sud allait permettre de contourner justement la Russie, allait permettre de contourner toute la partie nord de l'Europe. De l'autre côté, les Iraniens, eux, qui voyaient qu'ils allaient avoir une quantité importante de gaz disponible, et n'ayant pas de débouché du côté occidental, ont eu l'idée de faire un gas pipe qui irait de l'Iran par l'Irak, puisque les chiites contrôlaient l'Irak, hein, de l'Iran vers l'Irak et de l'Irak vers la Syrie, pour faire un débouché gazier à côté du port de Tartous, donc en Syrie, et qui permettrait à ce moment-là aux Iraniens de vendre leur gaz vers tous les pays occidentaux, en particulier les pays autour de la Méditerranée, la partie nord, c'est-à-dire la France et les autres. Ce projet a pris forme en 2010. En 2011, le président Bachar a eu entre les mains les deux dossiers. La proposition qatari de faire un pipe qui passerait par la Syrie pour aller vers la Turquie, et la proposition iranienne d'aller directement de l'Iran vers la Méditerranée. En 2011, il y a eu des accords signés, donc c'est tout à fait officiel ce que je vous raconte. Hein. En 2011, Bachar a signé un accord avec l'Iran, a choisi délibérément le pipe iranien, au détriment du pipe de l'autre côté. Et que s'est-il passé? Sans aucun doute, pure coïncidence, 3 semaines après, les troubles ont commencé. On peut donc s'interroger légitimement pour se demander si c'est une guerre de libération ou une guerre gazière. Quand on s'étonne de l'arrivée de la Russie, il ne faut pas oublier, que, je le rappelle aussi, que la Russie a une base militaire à Tartous. La base militaire à Tartous, c'est la seule base russe en Méditerranée. Donc pour eux, elle est totalement stratégique. Et il n'est pas question qu'on y touche. Il est intéressant de voir que les Russes n'ont pas bougé dans l'affaire syrienne jusqu'à un moment précis. C'est quand les groupes rebelles de tous ordres, hein, Jamal al-Nosra, Daesh et autres, sont arrivés à moins de 30 km de Tartous et ont commencé à tirer sur la zone qui était contrôlée par les Russes. Et ça, pour les Russes, il était inacceptable qu'ils puissent perdre cette base. On peut penser que l'intérêt d'autres pays n'était pas exactement le même. Mais en tout cas, pour eux, il n'était pas question qu'ils puissent lâcher cette base qui était vitale sur le plan stratégique pour eux et dans la région. Donc, de ce fait-là,
eh bien, on a vu quand ils ont prévenu, ils ont fait passer des messages. Dès que les rebelles sont arrivés à moins de 30 km de Tartous, les Russes ont armé et ont commencé à tirer, non pas effectivement sur Daesh, mais sur tout groupe rebelle qui était à moins de 30 km de Tartous. Et ensuite, quand le président Poutine a agrandi l'action, eh bien, ils ont continué. Et si vous regardez les cartes, ils ont continué à bombarder progressivement en repoussant la limite de 30 à 50 à 100 km et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a pu dire qu'ils tiraient sur tout le monde. Oui, bien entendu, ils tiraient sur tout le monde. Leur problème n'était pas du tout ce qu'on a pu dire. Le problème était la sécurisation absolue de Tartous. Et ils l'ont complété en mettant des missiles, les nouveaux missiles qu'ils ont à disposition, qu'on n'avait jamais vus encore, nous, ces fameux missiles qui sont actuellement des missiles que personne ne sait détruire, ni les Américains, ni les Européens, ni personne. Et la base de Tartous est protégée par ces missiles qui font qu'il y a une zone d'exclusion aérienne dans laquelle personne ne peut passer. Et ça va tellement loin qu'il y a une négociation entre les Russes et les Israéliens également, parce que les Israéliens continuent à survoler pour des raisons d'information et de surveillance de zone, surveillent y compris la zone de Tartous, et ils ont passé un accord avec les Russes pour éviter que sur cette zone-là, ils se fassent tirer par les missiles, un peu comme les Turcs ont tiré un avion russe. Le dernier point que je voulais dire, pour bien comprendre tout ça, c'est l'affaire de Daesh, parce qu'on parle beaucoup de Baghdad al-Baghdadi, mais on a tendance à oublier et on comprend mal en définitive ce qui se passe, parce que, sans rentrer dans les détails, parce que tout le monde va parler de beaucoup de choses, donc moi je ne veux pas être trop long, bien au contraire, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que toute l'affaire Daesh n'est que l'émanation, au départ, d'un homme qui s'appelle Zarqawi, al-Zarqawi, qui était un Jordanien, qui a été se battre en Afghanistan, qui a été d'abord prisonnier, qui a fait qui a fait des actes terroristes à Amman, qui a été prisonnier, et comme par hasard, un peu comme chez nous, en prison, il a été touché par la grâce. C'était un petit voyou avant d'aller en prison en Jordanie. En sortant de la prison, il était devenu religieux. Il est parti en Afghanistan, il a été blessé en Afghanistan, il a été exfiltré avec son groupe sur l'Iran, où il a été protégé par un chef très célèbre qui s'était replié, qui était Hekmatyar, qui était un des chefs tribaux de l'Afghanistan, qui s'était replié à l'époque sous la pression générale en Iran. Et il est resté là jusqu'au moment, et ça explique la suite, jusqu'au moment où les Iraniens ont voulu l'arrêter, parce que ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que depuis le 11 septembre 2000, depuis l'attentat du 11 septembre aux États-Unis, il y a un accord de lutte antiterroriste entre les Américains et les Iraniens. Il y a des échanges. Il y a des échanges avec eux, ça dure depuis cette époque-là. Même si de temps en temps, il y a eu des histoires de double jeu, d'ailleurs, d'un côté et de l'autre. Mais globalement, l'accord tient, l'accord antiterroriste tient. Et donc, ils ont voulu arrêter, à la demande des Américains, ils ont voulu arrêter Zarqawi, qui est parti en Syrie, s'est installé dans une zone syrienne au nord, près de la zone du Kurdistan, et c'est là où il a monté sa bande ou son groupe terroriste, qui est le premier, il faut s'en souvenir, la première fois où on a vu un otage habillé en orange et égorgé, ça a été un Américain, un jeune Américain, par Zarqawi en personne, et c'était le premier film qui était montré. Il y en a eu un deuxième avec un autre Américain derrière. Donc lorsqu'aujourd'hui on parle de Daesh et qu'on dit « Ah, Daesh, ils font ça », non, Daesh ne fait que continuer ce que faisait Zarqawi. C'est la filiation de Zarqawi. C'est pour ça que lorsqu'on parle de la position de Daesh et d'al-Baghdadi, qui a eu passé son doctorat en études religieuses au Caire, au moment où Zarqawi s'est fait tuer enfin par les Américains, eh bien, quand on regarde toute cette époque, Zarqawi, c'est lui qui a monté la structure. Et ce qui est très intéressant de voir, et qu'il faut aussi bien comprendre la différence entre Jamal al-Nosra et Daesh, c'est que la politique de Zarqawi, c'était de tuer tout le monde, tous ceux qui n'étaient pas musulmans, sunnites, salafistes. Et tous les autres, il fallait les tuer. Ça a été tellement loin, parce qu'il a fait des massacres déjà à l'époque, mais on n'en parlait pas parce que ça ne nous concernait pas. Mais il a fait des massacres, et ces massacres, en définitive, c'est Ben Laden qui a réagi
par un communiqué avec al-Zawahiri en disant « il ne faut pas faire ça ». Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas tuer les musulmans, on doit s'intéresser aux autres, mais on ne doit pas tuer les musulmans. C'est pas bien, parce que ce sont nos frères. Et ce qui est intéressant, c'est que pour arriver à convaincre tout le monde, Ben Laden a fait pression à l'époque pour qu'on libère Al-Masri, qui était un des penseurs de l'époque. Et Al-Masri, dès qu'il est sorti de prison, a fait la guerre psychologique contre Zarqawi en disant « il faut arrêter de tuer les autres ». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit le conflit entre Al-Qaïda et puis il faut bien comprendre, Jamal al-Nosra et Daesh, c'est en réalité le conflit entre la tendance Al-Masri et la tendance Zarqawi, qui continue, ça ne change pas. Et l'objectif, c'est bien entendu d'avoir ce fameux califat. Et juste un dernier point sur le califat, puis je vais arrêter là, je ne veux pas être trop long, mais sur le plan du califat, il faut bien comprendre aussi que là, il y a une raison pour laquelle tout le monde est concentré dans cette zone. C'est que selon les chiites, selon les descendants d'Ali et selon les chiites, c'est dans cette zone que sortira le Mahdi. Le Mahdi, c'est-à-dire l'équivalent pour le jugement dernier, celui qui va sauver l'humanité, dans la religion musulmane, dans l'interprétation de la religion musulmane. Donc c'est là où vous avez... Donc c'est pour ça aussi qu'ils s'installent dans cette zone et qu'ils présentent c'est un califat, alors que lorsqu'ils voudront faire par exemple un califat en Libye, parce que c'est probable qu'ils vont aller là-bas au fur et à mesure, on leur crée des problèmes, de l'autre côté, ça sera un califat illégitime qui ne reposera pas sur l'histoire de l'islam et la version du Coran de l'évolution future de l'homme. Voilà tout ce que je peux dire au début. J'interromps momentanément, excusez-moi, pour donner la parole à Hubert Védrine, qui vient d'arriver, ancien ministre des Affaires étrangères. Monsieur Védrine. D'abord, mesdames et messieurs, je voudrais m'excuser. Il y a eu un malentendu en ce qui concerne les horaires et l'agenda. J'avais prévu sur mon agenda très précis d'arriver à 9h50 pour parler avant les débuts de la table ronde à 10h. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bon. Bref, je suis désolé, puis je m'excuse par rapport aux participants à la table ronde d'avoir à intervenir comme ça. Je ne peux pas intervenir à un autre moment. Je ne peux d'ailleurs pas rester non plus après. Mais je vais quand même essayer d'être utile à votre débat et à votre réflexion. Initiative, je crois, très, très intéressante. Surtout que si j'ai bien compris, même si vous en êtes à une analyse fine de la situation, ce qui m'est demandé, c'est de réagir à la question après la destruction. Alors, d'abord, il est évident que même si... Mais je ne serai pas long sur le premier point, puisque précisément vous attendez mes réflexions sur le point suivant. Il est évident que même si Daesh était en gros endigué, je ne rentre pas dans les détails des composantes historiques de Daesh, etc. Même s'ils étaient en gros endigués, ça n'a pas été neutralisé. Sinon, il n'y aurait pas les filières francophones, russophones, etc. dans le système. Et ça n'a pas été neutralisé, c'était encore moins éradiqué. Mais partons de l'hypothèse qu'une coalition internationale, à la fois politique, militaire, diplomatique, financière, etc., réussirait à détruire le système Daesh, en tout cas Irak-Syrie. Les questions des pseudopodes et des métastases, c'est encore autre chose, Libye et autres, mais concentrons-nous sur Irak. Partons de l'idée que finalement ils sont éradiqués, ce qui ne doit pas être en plus militairement très compliqué s'il y avait une véritable volonté, une conjonction d'ambition pour le faire, en partant de Bagdad, en partant de la zone kurde, en partant du désert syrien, ça doit être possible. Bon, admettons que c'est fait. Moi, il me paraît tout de suite clair qu'on ne peut détruire Daesh que si on le remplace politiquement par quelque chose. Donc la question n'est pas que militaire. Elle n'est pas que terrestre, elle n'est pas qu'aérienne, elle n'est pas que force spéciale, elle n'est pas que drone. Après, et les grands chefs militaires le disent, y compris d'ailleurs le chef d'état-major français, en disant il peut y avoir un objectif militaire, mais quel est l'objectif politique suivant? Donc éradiquer Daesh, construire quelque chose après, ça oblige à répondre à la question quel est l'objectif pour l'Irak et pour la Syrie après.
Et on voit qu'aussitôt s'ouvrent des options. Est-ce je vais revenir sur le on, qui c'est le on, mais est-ce que pour après, on ambitionne de refaire un Irak dans lequel l'ensemble des communautés pourraient continuer à cohabiter, y compris les Kurdes tellement autonomes qu'ils sont presque indépendants, Kurdes d'Irak, y compris les sunnites qui ont été rejetés dans le néant politique, d'où la suite du processus par la principale erreur américaine, qui n'est pas l'invasion en tant que telle, qui est déjà une erreur monstrueuse, mais la politique menée après. Est-ce qu'il y a moyen de revenir là-dessus, de refaire un Irak dans lequel on verrait la cohabitation entre la majorité chiite, sous parrainage iranien, les sunnites réinsérés dans un jeu politique normal, et les Kurdes qui se tiendraient à peu près tranquilles et qui n'essaieraient pas d'aller trop loin à partir de leur base irakienne. Est-ce que c'est possible ou pas ? C'est ça la question. Qui veut ça ou pas ? Et si c'est pas possible, est-ce qu'il faut assumer le fait que l'Irak a éclaté durablement, qu'il y aura un Kurdistan irakien relié plus ou moins en dépit des obsessions turques à un Kurdistan syrien, avec peut-être ou non une influence contagieuse ou pas en Turquie, et par ailleurs une sorte d'Irak chiite, une sorte de protectorat iranien, Bagdad et le Sud. Et une zone sunnite, qu'est-ce qu'elle devient ? Est-ce que c'est une sorte d'entité sunnite indépendante, ou est-ce qu'elle est reliée à une partie sunnite de la Syrie si la Syrie n'a pas pu être reconstituée ? D'ailleurs, ce n'est pas des questions complètement absurdes, parce que autant la Syrie, il y a une partie de la Syrie qui a une véritable existence historique, autant l'Irak, non. C'est un compromis, c'est un accord entre quelques puissances d'après le démantèlement de l'Empire ottoman. Donc ces questions ressurgissent. Quel est le schéma souhaitable, à supposer qu'il y ait dans le système international aujourd'hui un niveau de décision où on puisse se poser ces questions en termes stratégiques ? Et on voit bien les difficultés des différentes options. Pour la Syrie, c'est encore plus compliqué, puisque en supposant que Daesh ait été écrasé, il reste la question syro-syrienne, proprement dite. Est-ce qu'on peut imaginer que l'on rebâtisse une Syrie plus ou moins unitaire, avec plus ou moins d'autonomie, de décentralisation, etc., en rassemblant des gens qui ont atrocement souffert de cette guerre qui est devenue abominable, même si on ne sait pas très bien les chiffres, ils sont de toute façon effrayants, les chiffres des morts. Est-ce qu'il y a moyen de faire revivre dans le même pays les Alaouites ? Quid des Alaouites si le régime a finalement été lâché par les Russes à un moment donné ou pas ? Les Druzes, les Kurdes, les minorités chrétiennes variées, les sunnites majoritaires. Est-ce qu'on peut imaginer que tout ça soit recollé ensemble ? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il faut se résigner à des hypothèses qui ont circulé depuis très longtemps d'ailleurs, d'une Syrie éclatée en entités ethnico-culturalo-religieuses, mais est-ce que ça tombe bien en termes géographiques ? Pas forcément non plus. Est-ce que les Alaouites, par exemple, dans ce schéma, se contenteraient de se replier dans une sorte de réduit alaouite pour être en sécurité et échapper à la vengeance des autres ? Mais est-ce que c'est ça qu'ils veulent ? Et ceux qui ne seraient pas dans les morceaux de la Syrie dite utile, comment réagirait-il à ça ? Donc, vous voyez, dès qu'on prend la question, la solution politique d'après, c'était évidemment pas le retour simple, comme un élastique, aux positions antérieures. On ne peut pas dire on revient à l'Irak d'avant, l'Irak de Saddam Hussein, qui avait été gouverné par une force féroce depuis qu'il a été créé, d'ailleurs, après la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, les Kurdes s'étaient déjà rebellés après l'organisation de l'Irak initiale, et les Anglais les avaient napalmés pour les obliger à accepter tout ça. Bon. Donc tout ça n'a jamais été gouverné que par une force féroce. Et qu'est-ce qu'on fait dans un cas où cette force féroce n'est plus là ? Parce que là, je viens de parler comme s'il y avait un « on ». Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va décider ? Mais il n'y a pas de « on » en fait. Et une des caractéristiques déstabilisantes, préoccupantes de la situation mondiale, c'est qu'il n'y a pas encore de communauté internationale. C'est un mythe sympathique, mais c'est un objectif. Il n'y a pas évidemment de gouvernement mondial. Le G20, etc., ce sont des enceintes, simplement. Le Conseil de sécurité ne fonctionne que si les 5 membres permanents sont d'accord et que donc il n'y a pas de veto. Et encore, ça peut ne pas suffire à une mise en œuvre véritablement effective.
Et il faut penser à ça, parce que notamment en France, on a énormément dénoncé pendant très longtemps le condominium, le diktat des deux superpuissances. Moi-même, je parlais de l'hyperpuissance des États-Unis dans la décennie 90. Il y a par ailleurs énormément de courants de pensée, notamment en Europe, qui ont énormément combattu les États en voulant les dépasser. C'était vrai des gauchistes, c'était vrai des ultralibéraux, c'était vrai des européistes. Donc le monde post-étatique était censé être un monde meilleur. Bon, on est en partie dans un monde post-étatique qui n'est plus gouverné nulle part, en fait. Et le monde global est beaucoup moins géré aujourd'hui, en fait il ne l'est pas, que pendant les 20 dernières années de la guerre froide. Dans les années après Kissinger, il y a toujours des grandes négociations de désarmement américano-soviétiques, des négociations sur les conflits régionaux. Ça veut dire qu'il y a dans ces époques-là, à Moscou et à Washington, 200, 300, 400 personnes qui sont des militaires, des politiques, des diplomates qui sont engagés dans cette gestion commune avec un antagonisme très fort qui finira par la décomposition de l'URSS. Mais donc, il y a une gestion. Dans le passé, il y a eu des moments de gestion autoritaire, condamnable, coloniale, tout ce que vous voulez. Par exemple, la façon dont l'Afrique avait été découpée au congrès de Berlin à la fin du XIXe siècle. Ou alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a les grandes conférences de Téhéran, Yalta, où il y a eu, contrairement à ce qu'on raconte, aucun partage d'ailleurs, Potsdam, etc. Il n'y a absolument pas l'équivalent aujourd'hui. Donc même si on arrivait à dire finalement le plus raisonnable concernant l'Irak, c'est quand même de tenter de les faire recohabiter avec une autonomie forte, avec des garanties de sécurité, etc. Qui va le faire? Il n'y a personne pour faire ça. On ne peut pas refaire Saïs-Picot. On peut dire Saïs-Picot, c'est affreux, c'est colonialiste, c'est abominable, c'est complètement artificiel, mais ça paraît presque un paradis perdu par rapport à la situation d'aujourd'hui. Mais même si Obama et Poutine réussissaient à travailler ensemble, ou le successeur d'Obama, ils peuvent se réunir, ils n'arriveront pas à appliquer une sorte de Saïs-Picot, en tout cas pas globalement, dans la région Moyen-Orient. Peut-être que sur la Syrie, et je crois que c'est le cas, ça sera impossible qu'on arrive à quelque chose si les Occidentaux ne se résignent pas à dealer avec les Russes, en fait. Il aurait fallu l'éviter, il fallait s'y prendre autrement, il fallait analyser la situation autrement, mais dans la situation d'aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut éviter ça. Il faut réussir à le faire dans les moins mauvaises conditions possibles, en tenant compte des intérêts vitaux de la Russie, qu'il faut reconnaître, comme M. Guy a rappelé il n'y a pas longtemps. Bon. Mais même dans cette hypothèse-là, je ne suis pas sûr qu'un accord hyper réaliste entre la Russie et les Occidentaux fonctionnerait. D'abord, les Occidentaux n'ont pas de position commune par rapport à ça. Ils n'ont souvent pas de position, d'ailleurs. Presque tous les Européens n'ont pas de position, pour commencer. Les Américains ont une position qui n'est pas claire du tout. Obama reste sur son raisonnement stratégique sur lequel il a été élu, qui est que l'enjeu d'avenir pour les États-Unis, c'est Asie-Pacifique. Et au Moyen-Orient, il faut surtout se dégager et pas se réengager. Il n'a peut-être pas mesuré lui-même ce que entraînait sur le système mondial et régional un retrait américain trop marqué par rapport à ça. Il a commis de véritables erreurs, même si moi je suis plutôt dans les pro-Obama que l'inverse, mais il a quand même commis des erreurs majeures. Par exemple, quand il avait exigé de Netanyahou que Netanyahou arrête la colonisation, Netanyahou lui a dit bah non, je veux pas, je peux pas, je m'en fiche. Et Obama avait dit bah c'est bien dommage. Et erreur plus grave encore, quand il avait fixé la ligne rouge concernant l'usage éventuel de l'arme chimique. Après quoi, il n'a pas agi, en disant que le Congrès ne l'aurait pas suivi, ce qui est probable, mais il dit maintenant, il l'a encore redit récemment, qu'il ne regrettait pas de ne pas être intervenu, parce qu'il est convaincu maintenant, et tous ses collaborateurs le disent, que l'intervention n'aurait pas amené au pouvoir à Damas les opposants démocrates qu'on aime à Paris et ailleurs, mais qu'au bout du compte, il y aurait eu un chaos renforcé, que finalement les islamistes auraient pris le pouvoir. Il continue à dire ça aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'il y a, même maintenant, les conditions ne sont pas réunies, même entre États-Unis, on va dire, Grande-Bretagne, Allemagne, France, si ça marchait pour reparler avec Poutine, parce qu'il faudrait qu'il y ait des positions occidentales qui aient été reclarifiées en amont. Voilà, je suis désolé d'avoir à dire ça, parce que c'est extrêmement décourageant. Mais il s'agit de dire des choses vraies et de ne pas se raconter des histoires. Il y a déjà une erreur énorme au début, quand beaucoup de gens ont cru que Assad allait tomber facilement, en transposant sur l'affaire syrienne très complexe la chute de Ben Ali.
facile. Le lâchage de Moubarak par les Américains, c'était évident dès le début que c'était plus compliqué en Syrie. Donc dans la situation actuelle, je vois évidemment surtout les risques, les inconvénients, les contraintes, les difficultés. Je pense cependant que c'est extrêmement intéressant d'avoir ce débat, parce que c'est uniquement en se posant la question que vous avez choisie comme sujet de votre rencontre aujourd'hui, que dans les quelques pays qui peuvent encore compter, qui peuvent encore avoir une influence, que les choses vont se décanter peu à peu en disant finalement qu'est-ce qu'on souhaite pour après, quelle est la pire des solutions, quelle est la moins pire, est-ce qu'on a des leviers pour favoriser la moins pire étant l'arrêt des combats et que les gens cessent de mourir, bien sûr. Mais il faut que ça soit construit dans un scénario politique. Mais il faut faire ce travail pour ne pas repartir, alors que Daesh n'est pas encore détruit, pas encore éradiqué, sur d'autres visions chimériques. Les politiques étrangères occidentales sont en train de crever du chimérisme. Ça fait longtemps, mais maintenant ça se voit de façon absolument spectaculaire, c'est pathétique. Et ça confirme une de mes vieilles marottes, qui est que l'irréal politique dans lequel on baigne depuis longtemps est bien pire que la réelle politique. Mais si on admet cette idée, qui peut heurter, mais enfin les faits sont là, qu'est-ce que c'est que la réelle politique aujourd'hui? C'est donc trouver la moins mauvaise combinaison d'avenir en Irak et en Syrie, et trouver après les alliés, les partenaires. On revient à la question russe, mais il ne faut surtout pas aborder le deal avec les Russes en ordre dispersé, avec des gouvernements occidentaux incertains, pas d'accord entre eux, une majorité d'entre eux qui veulent ne pas s'en mêler parce qu'ils ont la trouille. Donc il y a un travail très très contraignant en amont pour aboutir à un objectif. Si on n'y arrive pas, nous occidentaux, nous Européens, nous Français, si on n'arrive pas à se remettre dans le jeu avec quelques chances d'avoir une influence utile, ça finira par retrouver une solution, mais qui sera tout à fait sans nous, en fait. Donc il y aura une sorte d'arrangement entre les Russes et d'autres, ou avec certaines des puissances régionales, l'Iran, la Turquie, Israël, l'Égypte. Chaque puissance a le pouvoir d'empêcher l'autre puissance régionale d'appliquer son plan, mais aucune puissance régionale n'a le pouvoir d'imposer sa solution globalement. Donc si on est trop mauvais, trop confus, trop désordonné, trop déclaratoire et creux, les choses continueront d'une façon plutôt glauque et en plus sans nous. Voilà ce que j'avais à dire. Donc je vous félicite beaucoup de poser la question. Il n'est pas trop tôt pour la poser, même si Daesh est très très loin d'être éradiqué. Il faut se la poser pour ces deux pays, il faut se la poser pour la Libye, il faut se la poser pour le Sahel, il faut se la poser globalement pour les Occidentaux en faisant le bilan de 20 à 25 années d'intervention depuis la fin de l'Union soviétique, qui ne sont pas toutes injustifiées, qui n'ont pas toutes été mauvaises, mais dont la plupart quand même ont tourné tout à fait autre chose que ce qu'on voulait. Donc c'est un moment terrible de remise en cause, mais il faut l'assumer. Bon, je pense que ce que vient de dire Hubert Védrine doit faire cogiter beaucoup de personnes dans cette salle. Je vous remercie d'ailleurs de cette analyse très fine d'un expert. Et bon, on pourrait peut-être poursuivre notre petite interruption pour demander à la salle si certains d'entre vous veulent s'exprimer. Auparavant, tu permets, mon cher confrère, que je remercie M. Védrine, Monsieur le Ministre, parce que vous avez été extrêmement précis et courageux, comme toujours. Moi, je vous connais depuis longtemps, et je vous remercie de votre intervention. Vous savez, c'est l'avantage de la liberté. Oui, mais c'est bien. Je suis mêlé à tout ça depuis longtemps. Je n'ai pas de fonction officielle, je ne suis candidat à rien, j'ai de précautions à prendre avec personne. Et donc ça permet de dire des choses. C'est pas pour vous accabler, hein, mais je pense que plus on est proche de la réalité, plus on a des chances de... Aucun doute là-dessus. La meilleure façon de réfléchir, c'est d'être indépendant. Alors, qui veut s'exprimer? Madame. Il faudrait prendre les noms. Les gens se présentent. Et présentez-vous avec vos noms. Et... Voilà.
Monseigneur Gollnisch, s'il vous plaît. Oui, Pascal Gollnisch, directeur de l'œuvre d'Orient. Monsieur Védrine, je vous remercie pour vos paroles. On avait déjà eu l'occasion d'échanger au cours d'un déjeuner amical. Je voudrais vous demander comment est-ce que vous percevez la place des chrétiens d'Orient dans cet ensemble? Troisième question. Monsieur, vous présentez, s'il vous plaît. Trois questions. On ne comprend rien. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas de micro? Aujourd'hui, nous avons autour de ça irakien, on va dire, une expérience réussie vers le chemin de la démocratie. Pourquoi ne pas étendre cette expérience dans les autres régions, c'est-à-dire du côté Kurdistan, par exemple, syrien? Qu'est-ce que ça empêche les puissances de ne pas revoir la carte? Parce que vous avez parlé de la carte Sykes-Picot. Qu'est-ce que ça empêche de ne pas revoir cette carte-là? Surtout vis-à-vis des Kurdes qui sont aujourd'hui la seule force qui combat Daesh réellement sur le terrain. Je vous remercie. Merci, M. Védrine. Sur le premier point, mon réalisme ne fait pas de moi un partisan du régime de Damas. Je pense qu'on s'y est mal pris depuis le début. Je pense que c'était une erreur de rompre les relations diplomatiques, parce qu'avoir des relations diplomatiques, c'est pas un signe d'approbation, c'est pas un signe d'amitié, c'est un signe de réalité. Donc je pense qu'on n'aurait pas dû les couper, peut-être ne pas laisser les ambassadeurs, mais maintenir des présences diplomatiques, culturelles, humanitaires, etc. Donc ça remonte à quelques années. Presque tous les pays européens l'ont fait, pas tous, il y en a un ou deux qui ne l'ont pas fait. Ça, c'est une erreur. Mais ça fait tellement longtemps que l'Occident a dérivé sur ces points, et que l'Occident a oublié les bases fondamentales des relations internationales et de la diplomatie. Rappelez-vous que Kissinger, qui est quand même un dur à cuire, a été obligé, il y a une dizaine d'années, de faire un livre sur le thème « Est-ce que les États-Unis ont encore besoin d'une politique étrangère ?» Parce qu'après la fin de l'Union soviétique, et à partir du moment où on a passé la Russie, on l'a traité en quantité négligeable, il y a un courant de pensée dominant chez les républicains comme les démocrates, qu'on n'a plus besoin de politique étrangère. Pourquoi négocier avec tous ces minables et tous ces monstres? Parce qu'après, tous les alliés doivent être alignés automatiquement, c'est leur nature. Et quant aux autres, ils vont être obligés de se rallier à nos positions, et sinon on va les sanctionner ou les condamner, et s'il le faut, les bombarder. Bon. Donc il y a eu un courant de pensée effrayant de sottise quand même, que Kissinger a contré, puis finalement tout le monde est en train d'atterrir. Et la France n'a pas complètement échappé à des moments comme ça d'irréalisme. Donc, à la fois, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur les réalités. J'avais dit à Lorient le jour, quasiment avant le début du conflit, qu'il fallait entendre ce que disait l'ensemble des minorités de Syrie. Et que même si le régime était cruellement répressif, il était clair que beaucoup de minorités craignaient encore plus les régimes qui viendraient inévitablement après. Bon, on n'a pas entendu ça. On a projeté donc sur la Syrie les scénarios faciles Tunisie, Égypte. Et je pensais depuis l'origine que du point de vue de la Russie, c'est pas que j'aime ou que j'aime pas la Russie, c'est pas le sujet. Que les engagements, les intérêts fondamentaux, Tartous, mais aussi le fait de stopper une contagion islamiste du Caucase via la Syrie, que tout ça faisait que la Russie devait être intégrée dans tout ça. Bon. Et globalement, mais je ne vais pas le développer ici, je crois que l'Occident n'a pas été très malin avec la Russie depuis la fin de l'URSS et qu'on s'y est mal pris, même si on peut critiquer Poutine sur beaucoup de choses. On s'y est mal pris. Et finalement, vous voyez la situation dans laquelle on est. On est obligé quasiment de dealer avec la Russie sur la Syrie, comme sur l'ensemble des affaires réfugiés, migrants, comme on n'a pas su organiser Schengen sur des bases réalistes depuis 20 ans. On est maintenant à la merci de l'arbitrage turc. Vous avez plusieurs exemples d'effondrement des positions chimériques. Après, qu'un cessez-le-feu soit obtenu par Kerry et Lavrov, tant mieux. Tant mieux. L'urgence absolue, c'est que des gens cessent d'être tués. Donc ça serait absolument ridicule que la France dise comment, mais j'avais un plan spécial, je suis très vexé de ne pas être là-dedans. Non, ce n'est pas le sujet. Il ne s'agit pas d'avoir un rôle comme une sorte de vieil acteur en déshérence qui veut jouer un rôle à n'importe quel prix.
Si le diable trouve une solution en Syrie, vive le diable. Donc il ne faut absolument pas se placer sur un terrain de prétention française. Maintenant, si la France peut revenir dans le jeu et avoir des idées utiles, tant mieux, très bien. Il faut qu'elle revienne dans le jeu. Alors, elle n'est plus tout à fait dans le jeu. Je dis ça avec tristesse, je ne veux pas être agressif, mais elle n'est plus tout à fait dans le jeu pour toute une série de raisons. Donc il faut que la France s'applique à elle-même le cheminement réaliste dont je parlais tout à l'heure, et c'est peut-être en élaborant, ici ou dans d'autres cercles plus restreints administratifs, des scénarios sérieux d'avenir qu'elle pourrait revenir. Et il y a un travail à faire pour la France par rapport à Lavrov, par rapport à Kerry. Voilà. Peut-être qu'à travers la relation héros-Steinmeier, peut-être qu'il y a un fil à tirer par rapport à ça. Et une fois que la France sera revenue dans le jeu, elle sera peut-être plus en mesure, non pas à cause du passé, mais à cause de l'intérêt de ses propositions d'avenir. Mais il faut être concret. Il ne faut pas que la France dise « nous, on a des idées universalistes ». Oui, lesquelles? Mais bon. Et si l'univers tout entier ne s'en rend pas compte, c'est qu'il y a un bug quelque part. Bon. Donc il faut qu'on le démontre par la preuve. Sur la question chrétien d'Orient, évidemment, moi je suis, comme tout le monde ici, certainement, je suis affligé de voir que les chrétiens qui sont en Orient depuis des siècles avant l'islam, ils sont là depuis toujours, de voir la situation dans laquelle ils sont placés, dans des conditions de plus en plus difficiles pour exercer leur religion, même périlleuses pour leur propre vie. Donc c'est un épouvantable appauvrissement, à mon avis, pour l'ensemble de ces pays. On ne peut pas parler pour eux, mais enfin, je pense que c'est un épouvantable appauvrissement. Quand on voit ça, on se dit qu'il faut d'abord protéger les gens en danger. Quand ils tombent dans des zones où l'obsession, c'est d'éliminer physiquement ceux qui ne sont pas, en effet, des purs salafistes. Bon. Il faut les protéger absolument, mais pas les protéger si on peut, sous la forme d'un exode définitif. Donc tout ce qui peut être fait pour que les chrétiens d'Orient retrouvent une place et une composante de ces sociétés quand elles ont franchi ce parcours infernal dans lequel elles sont en ce moment, doit être fait. Entre-temps, il faut accueillir, encourager, soutenir, aider, etc. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de complexe. Et là, il y a manifestement, toutes ces dernières années, pour ne pas dire plus, il y a eu un complexe, une sorte de manque, même quand les opinions étaient très droits de l'homiste, même quand l'ensemble des médias étaient très droits de l'homiste, interventionnistes, etc., il y a toujours eu une attitude quand même un peu particulière par rapport aux chrétiens d'Orient, comme si ce n'étaient pas les bons pauvres, les bons, enfin vous savez ça très bien. Voilà. Et ça a toujours été choquant en fait. Ça a toujours été choquant. Donc je crois que l'Europe doit assumer ça, beaucoup plus, le dire plus nettement. Après, s'il faut faire une réponse au cas par cas, pays par pays. Mais encore une fois, avec l'idée qu'il faut conserver que c'est pour permettre à ces populations de franchir ce cap terrible pour revenir un jour, ou n'être pas loin. C'est une sorte de raisonnement particulier de la question des réfugiés en général. Il ne s'agit pas globalement de les transplanter, de les exfiltrer. Il faut les aider à survivre jusqu'à ce qu'ils puissent revenir. Ils sont une composante. Mais ça serait évidemment beaucoup mieux que ce soit dit par des autorités locales. Mais je sais bien qu'il y a une controverse, question droits de l'homme, sur l'Égypte et sur Sisi. Mais c'est un peu ce que dit Sisi quand il parle aux Coptes. Quand il va protéger les Coptes, quand il s'engage après les massacres de Coptes, quand il annonce des reconstructions d'églises, il dit « je suis le garant ». Président d'Égypte, je suis le garant de toutes les composantes par rapport à ça. Donc il ne suffit pas que ce soit dit à Paris par des gens comme nous. Il faut que ce soit relayé après. En attendant, il faut aider, tenir bon. Sur la question du Kurdistan, moi j'ai beaucoup d'amitié pour les Kurdes. Mais comment dire, je vais vous parler un langage d'amis. Ce que vous dites est potentiellement très dangereux. Donc c'est vrai que la réussite est remarquable. C'est vrai que ce qui a été fait au Kurdistan d'Irak est vraiment bien sur le plan économique et même politique, et même démocratique, et même relations hommes-femmes, enfin tout le catalogue démocratique, c'est ce qu'il y a de mieux dans les dernières années. C'est vrai que les Kurdes ont été des combattants absolument valeureux, les plus combattants, les plus efficaces par rapport à Daesh. Et donc je comprends très bien l'aspiration des Kurdes
d'Irak et des Kurdes de Syrie, d'établir le lien. Mais en termes de rapport de force, si vous allez trop loin, si ce lien et cette conjonction, je ne sais pas si on l'a sur la carte là, mais si cette conjonction est jugée intolérable par la Turquie, c'est déjà un peu le cas, qui est épouvanté à l'idée de la contagion auprès des Kurdes de Turquie, vous avez une guerre avec la Turquie. C'est pas que les puissances ne veuillent pas, il n'y a pas de puissance, en fait. Il n'y a pas l'équivalent des puissances. Donc c'est pas la méchanceté cynique des puissances d'après la Première Guerre mondiale qui font des promesses de Kurdistan dans un traité et qui l'effacent dans le traité suivant. C'est pas ça le sujet. Il n'y a pas l'équivalent. Il y a une sorte d'enchaînement avec des puissances incontrôlées. Et si la Turquie considère qu'elle doit faire la guerre totale à l'ensemble des Kurdes, parce que sinon c'est un quart du territoire turc qui va être pris de la fièvre de l'indépendance du Kurdistan qui enfin se crée, vous avez une guerre majeure supplémentaire et personne ne va y aller. Vous n'arriverez à déclencher personne. Les États-Unis ne vont pas entrer en guerre, même si la Turquie est dans l'OTAN, ce qui crée une contradiction extravagante, bien sûr. Donc je trouve ça horriblement dangereux. Donc moi, je serais vous, je vous le dis encore une fois en ami, parce que j'ai de la considération et du respect pour ce que vous avez fait en tant que Kurdistan. Vous, je ne vous connais pas, mais je parle globalement. Ne provoquez personne. Consolidez votre Kurdistan autonome, maintenez des liens avec les Kurdes de Syrie jusqu'à un certain... mais pas plus. Pas pour le moment, vous ne pouvez pas faire plus. Vous ne pouvez pas obtenir plus. Donc vous pouvez militer pour les droits d'autonomie, la langue, les droits culturels, pour des relations souples, mais rien qui aboutisse à donner l'impression que ça va remettre en question la structure étatique qui est encore là, qui est celle de la Turquie. Je ne sais pas si c'est tenable pour des dirigeants kurdes. Hein. Je ne sais pas si des Kurdes peuvent se comporter comme ça. Je ne mesure pas bien la pression venant de la base, quoi, des populations kurdes. Mais si vous prenez trop de risques, vous serez seul. Vous serez seul. Donc soyez patient. Attendez encore un peu. Rusez avec l'histoire. Voilà. Merci. Bon, je pense qu'on va reprendre la table ronde parce qu'on a quand même un programme. Merci Bert. Merci. Très bien. Bien, nous allons donc reprendre cette table ronde, donner la parole à Dorothée Schmidt qui va justement nous parler de la Turquie et je pense qu'elle va évoquer ses relations tendues aussi avec les Kurdes. Merci Fabrice, merci à tous d'être là pour écouter tous ces alertes un petit peu anxiogènes. Alors effectivement, je vais parler essentiellement de la Turquie. Alors si j'ai bien compris, on est dans une table ronde où on traite de la question des puissances extérieures sur la crise syrienne, la crise irakienne. C'est un peu dommage de ne pas évidemment traiter des autres puissances qui ont un rôle majeur, bien entendu, dans l'évolution des combats en Syrie, des rôles de parrainage en Irak très importants. Mais bon, il se trouve que on m'a demandé d'intervenir sur la Turquie et je vais donc parler de la Turquie. En introduction, je voudrais juste brièvement rappeler pourquoi la Turquie s'est à nouveau intéressée au Moyen-Orient après une éclipse de près d'un siècle, après la fondation de la République turque. On sait qu'elle a complètement tourné le dos au monde arabe avec ce mythe du coup de poignard dans le dos qui avait achevé l'Empire ottoman à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Kemal Atatürk qui s'est attaché à fonder une république laïque, à purger la langue turque de tous ses apports arabes et iraniens, de se construire en État-nation qui regardait strictement vers l'ouest. Et puis aujourd'hui, on a une attitude toute différente de la Turquie vis-à-vis de la région, puisque depuis une dizaine d'années, la Turquie est entrée dans une espèce de phase de recomposition identitaire, avec un parti au pouvoir, le Parti de la Justice et du Développement, qui est un parti, alors on ne sait pas très bien comment il faut le qualifier, qui s'appelle musulman démocrate, islamiste, modéré, que sais-je, on est passé un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Un parti en tout cas qui est conservateur, qui effectivement se proclame musulman et qui réinsuffle des valeurs musulmanes aujourd'hui dans la société turque et qui a une volonté de finalement de retrouver ce fil de l'histoire, de renouer avec le passé ottoman,
C'est à la fois une question de cohérence identitaire pour les Turcs aujourd'hui, et puis c'est aussi une question de volonté de puissance, hein, quand même d'ambition de puissance dans la région. Alors la Turquie a donc développé une politique étrangère très, très ambitieuse au Moyen-Orient, qui passait par un renouvellement de ses liens bilatéraux politiques avec l'ensemble des pays arabes, un développement des relations économiques, etc. Bon. Et puis, elle s'est trouvée confrontée au printemps arabe. Et là, ça a été le test de responsabilité pour la puissance turque, sachant que jusqu'à présent, on a une politique étrangère qui est dynamique, qui est très inventive, mais qui est assez expérimentale. Et en fait, la crise syrienne, c'est la catastrophe qui fait tomber les ambitions turques au Moyen-Orient, au point que, pratiquement depuis le début de la crise syrienne, je pense qu'en réalité, c'est la crise syrienne qui pourrait venir à bout du régime de Tayyip Erdogan. Alors ça peut sembler paradoxal, puisqu'aujourd'hui, ce régime est en train de se resserrer, qui devient au contraire plus autoritaire, qui donne un sentiment de force, mais ce resserrement autoritaire est en réalité, pour moi, un vrai symptôme de fragilité. Je vais essayer de progresser. Je pense qu'on n'a pas énormément de temps parce qu'on a pris un petit peu de retard. Donc je vais essayer en 3 points, schématiquement, d'expliquer que ce qui arrive à la Turquie avec la crise syrienne, c'est qu'elle a aujourd'hui une perte de prestige diplomatique qui est très importante et qu'elle cherche à compenser. Ce qui explique qu'elle n'en a pas fini en réalité avec l'aventurisme en Syrie. Et ce qui explique les bruits de bottes récents, l'idée que la Turquie aujourd'hui a du mal à se retenir d'intervenir en Syrie, alors que pendant 4 ans, je disais que les Turcs n'iraient jamais en Syrie. Aujourd'hui, je pense le contraire. Je pense qu'en réalité, ils cherchent pratiquement n'importe quel prétexte pour intervenir en Syrie. Deuxième point, on a un envahissement du paysage intérieur turc par toutes ces pressions extérieures d'un environnement qui est en décomposition totale. On a bien dit que la situation aujourd'hui de l'Irak et de la Syrie, c'est que on ne sait pas si ces États pourront survivre et sous quelle forme ils se réorganiseront à terme, même si on se débarrasse de Daesh, qui est le présupposé de ce colloque. Et aujourd'hui, la Turquie, elle est contaminée par la crise syrienne à la fois sur le plan sécuritaire, avec des menaces de sécurité très fortes qui sont à la fois sur ces 900 km de frontières qu'elle partage avec la Syrie, toujours un risque de dérive militaire. Vous savez qu'il y a quelques roquettes qui sont tombées en Turquie au début de la semaine. Elle a la question kurde qui la préoccupe énormément, comme on vient comme Hubert vient de le dire assez clairement, avec un régime qui a choisi de réouvrir la séquence de guerre avec le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Et il est très probable qu'aujourd'hui, ce conflit interne qui ronge tout l'est de la Turquie, il est lié à la situation régionale et à l'extrême progression des Kurdes syriens tout le long de la frontière, puisqu'ils tiennent pratiquement les 3/4 de la frontière turco-syrienne aujourd'hui, et que ça, c'est quelque chose qui rend les Turcs totalement paranoïaques. Un troisième point très important pour moi, c'est la progression de l'économie grise en Turquie, dans un pays qui est plutôt aujourd'hui aussi en perte de vitesse économique, parce qu'il subit d'abord les effets de la crise économique européenne, qui était son premier débouché. On risque d'avoir un problème de financement de l'économie turque aussi à terme. Le débouché alternatif, c'était le Moyen-Orient, c'était notamment l'Irak, qui aujourd'hui est également plongé dans une très grave crise économique liée au conflit. Et une manière de compenser finalement cette décélération macroéconomique, c'est le développement d'une économie de trafic sur les frontières de la Turquie. Alors on parle très souvent des trafics qui sont censés étayer le soutien de la Turquie à Daesh, notamment les trafics de pétrole, mais il faut bien voir qu'aujourd'hui on a à la fois des trafics humains, évidemment des trafics de pétrole, des trafics d'armes, et que toute une partie du territoire turc est en train de plonger, y compris aujourd'hui, la côte égéenne. Et c'est bien le problème que nous avons avec la gestion des réfugiés, toute une espèce de secteur informel lié au conflit qui est en train de se développer en Turquie. Si on tient compte de ces difficultés, je pourrais éventuellement dans le débat développer sur la question de la diplomatie turque et sa position sur la Syrie. Bon, vous savez qu'en gros, la Syrie veut un changement de régime. La Turquie veut un changement de régime en Syrie, et que dans le même temps, elle a décidé de maintenir une politique de la porte ouverte. Ce qui veut dire qu'elle a accueilli effectivement aujourd'hui pratiquement 3 millions de réfugiés, bon an, mal an. Pourtant, elle a récemment décidé de fermer sa frontière au nord d'Alep avec la progression des combats, parce que précisément elle atteint une espèce de seuil de limite d'accueil de réfugiés. Et en même temps, cette politique de la frontière ouverte, elle a permis la circulation de tous ces fameux djihadistes qui aujourd'hui menacent en partie la sécurité de nos sociétés occidentales.
Quel type de partenariat dans ces conditions est-ce qu'on peut avoir avec la Turquie? C'est ça la grande question. Et évidemment, notre étude de cas, notre cas de figure aujourd'hui, c'est très clairement cet accord bancal n'est pas encore complètement bouclé qu'on a eu sur la question des réfugiés. Tout est là pour que, en réalité, ça ne fonctionne pas. On a à la fois une absence de confiance totale entre les Européens et la Turquie. On a un rapport de force qui aujourd'hui, du point de vue politique, est plutôt en faveur des Turcs, qui en profite pour imposer une forme de marchandage, proposer des solutions extrêmement inventives et complètement exotiques, qui d'un point de vue juridique vont être très difficiles à mettre en œuvre. Renvoi des réfugiés contre accueil de réfugiés, bon, on voit pas très bien comment ça va fonctionner. Donc d'une part, absence de confiance. D'autre part, un gouvernement turc qui, à mon sens, ne contrôle pas en réalité la situation et qui est extrêmement fragilisé, et ça on l'a vu récemment avec toute la séquence d'attentats très importants qui ont eu lieu, y compris au cœur de la capitale à Ankara. Et puis finalement des objectifs qui sont très différents sur cette sous-partie de la crise syrienne avec les réfugiés, puisque pour les Turcs, la question des réfugiés, elle fait partie d'un éventuel deal politique final avec la Syrie. En réalité, les Turcs ont accueilli ces réfugiés parce que c'était une façon de se mettre en position de solidarité politique avec une partie de la communauté syrienne et d'espérer avoir son mot à dire à la fin sur un règlement politique syrien. Du côté européen, on a un sentiment de responsabilité historique vis-à-vis des réfugiés, mais sans moyens. Le résultat de ça, c'est une double déception à venir, avec une situation humanitaire qui va évidemment s'aggraver, mais aussi, à mon sens, un risque d'entraînement des Européens dans la vision turque de la crise syrienne, ce qui peut être assez problématique. Mais alors là, quand on est français, on parle depuis un pays qui s'est aligné depuis le départ en réalité sur la Turquie. C'est le miracle de la diplomatie française actuelle, c'est que elle a réussi à se réconcilier avec la Turquie sur quel dossier? Le dossier syrien, qui est en réalité un dossier sur lequel les deux pays ont totalement perdu la main et sur lequel, à mon sens, encore une fois, l'aventurisme turc risque de nous poser problème à terme. Voilà. Très bien pour la synthèse et l'analyse exacte. Oui, merci Dorothée. Parole du dernier intervenant, Monsieur Welby, s'il vous plaît. Je vous remercie. J'aimerais démarrer en remerciant les organisateurs et je tiens à m'excuser. Tout d'abord, je ne parle pas la langue de Molière. Donc s'ils ne pouvaient pas comprendre la langue de Shakespeare, eh bien, il y a des écouteurs qui sont disponibles. D'abord, je dois m'excuser. Je vais devoir vous quitter après ce panel. Je dois repartir sur Londres cet après-midi. J'ai un rendez-vous. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez également me contacter par email. Celle-ci vous est disponible également. Alors, on m'a demandé d'intervenir sur le rôle des États régionaux et l'aspect des influences géopolitiques. J'aimerais examiner avec vous le rôle du mouvement djihadiste transnational dans le développement du conflit en Irak et en Syrie. Et quel que soit l'axe et le développement des événements en Syrie, ce qu'on doit bien reconnaître, c'est que l'État islamique, c'est le produit d'un mouvement plus large. C'est quelque chose qui ne peut pas être traité de manière isolée. En décembre, mon organisation, les Central Vision and Research in Politics, a publié un ouvrage sur le mouvement de l'État islamique ainsi que des 60 000 combattants partageant l'idéologie de l'État islamique. De nombreux d'entre eux comprennent les combattants étrangers. Un cinquième de ces groupes disposaient d'une allégeance avec le djihad. 2 tiers d'entre eux jouaient un rôle dans l'émergence du conflit en Syrie. Et ces combattants disposaient de nationalités fort étrangères, effectivement.
Ceci reflète l'importance du fait de reconnaître le rôle des acteurs géopolitiques non étatiques dans ce conflit, qui essaient de mettre en avant une idéologie. Cette guerre civile n'a pas démarré en tant que sous la forme d'une guerre de religion. Et en 2011, on était bien dans des actions contre le gouvernement avec une religion, que ce soit Ahrar al-Sham, Harakat al-Nuqa, Nadi Nazradi. Et nous avons ici des affiliés qui étaient dispatchés donc en Syrie par l'État islamique. Ils étaient tous bien présents dès 2011. Aucun des soulèvements dans le cadre du printemps arabe n'a commencé sous la forme du djihadisme. Et par conséquent, à partir d'où et à partir de quel moment est entré en ligne de mire et en ligne de compte ce mouvement de l'État islamique? Et bien évidemment, il y a de nombreux facteurs. Non seulement la libération des prisonniers par Bachar el-Assad au début de la rébellion, mais qu'est-ce qui a pu rassembler le mouvement djihadiste? Eh bien, il s'agit là de l'idéologie salafiste qui réunit, c'est plutôt que à une portée plutôt mondiale que locale. Cette guerre syrienne contient un élément de portée planétaire, non pas pour des raisons de sécurité nationale, mais pour des raisons de conviction et de stabilité régionale, où nous pouvons noter l'exploitation des griefs locaux, trois groupes, Jabhat al-Nusra, l'État islamique et également l'État islamique au Yémen. Et nous avons pu étudier des aspects de l'idéologie de ces trois groupes par le biais de leur propagande. Il est important de réfléchir à savoir pourquoi certains éléments de ces équipes ont été choisis. Et nos études ont porté sur 9 pays. C'est parmi ces mouvements, eh bien, l'apocalypse, on croit que l'apocalypse, eh bien, se déroulera au cours de la vie de ces personnes. Et c'est une narrative qui s'est développée à partir de cela. L'université de Maryland, en 2000, eh bien, a révélé que 3/4 des répondants, eh bien, croyaient ou avaient pour conviction que le califat devrait être remis en route. Et cela fait partie de la propagande de l'État islamique. Là encore, la même étude a révélé que 3/4 des répondants dans 9 pays avaient la conviction que les États-Unis ont offensé la conviction des islamiques et des nations musulmanes, comme faisant partie de l'identité fondamentale des musulmans, et référé à l'humiliation du monde musulman par l'Occident. Dans les pays d'Afrique du Nord, 40% des musulmans ont révélé que 40% des personnes pensaient que les chiites n'étaient pas considérés comme musulmans. Et nous avons ici la guerre civile au Yémen, et le rôle d'Al-Qaïda renforce et témoigne de cette conviction. Au moment du printemps arabe, eh bien, il s'agit là de l'idéologie qui est exploitée dans le conflit. Et pour saisir la nature internationale de cette menace, permettez-moi de redresser avec vous un certain nombre de statistiques. Ma recherche en janvier a révélé que la plupart des incidents, des attaques terroristes, eh bien, sont survenus à l'extérieur du Moyen-Orient, et entraînant quelques 900 morts. Et ici, on est ici dans le cadre qui dépasse les frontières de la Syrie et de l'Irak. En fait, rien qu'en janvier, 56 pays ont été visés par la violence de l'État islamique. Et ce n'est pas simplement le mouvement salafiste qui a un impact. Les mouvements transnationaux chiites ont notamment
effectivement un rôle qui dépasse les frontières. Les représentants syriens font référence aux obligations des pays de protéger les lieux de culte chia. Et d'un point, et par conséquent, on a formé le site de Damas qui a été victime d'attentats terroristes en janvier. Et l'implication et la participation de tels mouvements internationaux montrent que les mouvements que l'on peut constater dépassent de loin les frontières et la région. Irak, Syrie, le Hezbollah est devenu de plus en plus sectarien et au Liban, présentant une menace accrue pour Israël, que ce soit la Libye, l'Afghanistan, enfin, prenons l'exemple de la Libye, eh bien, c'est un terrain propice aux batailles, notamment avec ses champs pétroliers et avec les escarmouches aux frontières de la Libye. Également, le Mali, le Nigeria, la Syrie, l'Afghanistan, le Bangladesh sont des pays où les mouvements de l'État islamique sont actifs. L'Indonésie, la Chine, la Russie, l'Asie centrale, à travers le Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne, le Maghreb et le djihad. Étant donné sa portée, a pour impact que ce conflit ne peut trouver une résolution. Et nous allons explorer effectivement la manière dont les conflits fonctionnent dans des réseaux très similaires, que ce soit depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et l'État islamique n'est qu'un symptôme, ce n'est pas l'origine de la maladie. Nous devons bien comprendre sa nature. Comme nous avons une universalisation des griefs locaux par le mouvement salafiste, nous avons quelque chose qui est de bien transférable à travers le monde. Et lorsque la défaite est nécessaire, le problème est de ne pas vaincre le territoire, mais de vaincre le groupe. Et ici, on a des avancées bien plus importantes. L'intervention française au Mali a pu voir une défaite tactique du groupe, mais le groupe est toujours existant. Pour vaincre le groupe, il faut vaincre les idées. Je pense qu'un des panels de cet après-midi abordera cette question. Notre analyse de la propagande des groupes djihadistes salafistes trouve justement cette même rhétorique répétée, à la fois universelle. Et nous avons ici quelque chose que l'on retrouve, les valeurs islamiques et la manière dont le groupe interprète ces éléments de la culture islamique sont explicités de manière unique, avec une vision particulière de la part de ce groupe. Entre Al-Qaïda, l'État islamique, c'est quelque chose qu'on trouve, des idées qu'on retrouve entre la relation entre la religion, le djihad et le sang, avec cette notion de bataille, massacre, bain de sang, mais il s'agit là de défense tactique et non pas idéologique. L'outil le plus important djihadiste, ce sont ces valeurs qui forment le socle de leur idéologie. Ça les rend tout à fait susceptibles quant à la manière dont les textes religieux sont utilisés. Il s'agit là d'une approche véritablement simpliste. Cette attaque idéologique va devoir être menée par des musulmans. Seuls eux pourront avoir l'autorité pour remettre en considération, remettre en jeu l'interprétation donnée par l'État islamique de l'islam. Et la technologie pourrait œuvrer dans le sens de cette bataille contre les djihadistes. Cependant, effectivement, la promotion de l'État islamique
utopique doit être bousculé, tandis que les pays islamiques modernes et le rôle de ces pays doit être mis en valeur. Et l'objet est véritablement de nous concentrer sur l'Irak, la Syrie, c'est nécessaire, effectivement, mais ce n'est pas la seule solution. Si je fais référence au titre de ce symposium, à savoir détruire l'État islamique, et puis qu'est-ce qui va se passer après? Eh bien, la menace va continuer, même si l'on règle cette question entre l'Irak et la Syrie. Je vous remercie. Bien, merci pour cette intervention. Bien, nous avons donc planté, je dirais, le cadre géopolitique et géostratégique dans lequel se trouve aujourd'hui la Syrie et l'Irak. Les intérêts, évidemment, des hydrocarbures, une région qui est extrêmement dépendante des hydrocarbures, donc comment cela ne jouerait-il pas un rôle, justement, dans les conflits? Les ambitions des acteurs régionaux, voyons donc les conséquences de la volonté contrariée d'expansion de la Turquie, notamment. Et puis, ces acteurs non étatiques, djihadistes, mais aussi les milices chiites irakiennes qui jouent un très grand rôle en Syrie. L'intervention de M. Védrine nous a montré donc qu'un conflit de ce type ne pouvait pas rester isolé, il y a des influences multiples, évidemment. Et je repense donc à notre diplomatie qui s'est focalisée sur, par exemple en Syrie, le départ de Bachar el-Assad comme sésame pour régler le conflit. On se rend bien compte que c'est l'arbre qui cache la forêt et que cette solution n'est vraiment qu'anecdotique et ne permettrait pas une cessation des hostilités, mais nous pourrons le voir davantage dans la deuxième table ronde. Avant de passer donc à cette deuxième table ronde, nous avons peut-être 10 minutes pour une série de questions. Je vais passer la parole à Madame Kamel Arman qui va gérer l'intervention. Voilà, voulez-vous... Mesdames, Messieurs, surtout en donnant votre nom et en parlant bien fort que tout le monde puisse vous entendre. Oui, monsieur. Je suis président franco-égyptien des droits de l'homme et secrétaire général de la coordination chrétienne. Je voudrais adresser ma question à M. Veldi. Voulez-vous prendre le micro? Merci. Je répète. Jean Maher, président franco-égyptien des droits de l'homme et secrétaire général chrétien, coordination chrétienne d'Orient, Credo. J'adresse ma question à M. Velbi parce que je crois qu'il a bien résumé le sujet sur l'idéologie. Quand on va se débarrasser de Daesh, la suite. M. Védrine a parlé tout à l'heure du président Sisi, qui a dit « Je suis le président de tous les Coptes ». Moi, je suis d'origine copte. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de l'idéologie. Il y a énormément de mouvements de musulmans très éclairés qui se posent la question sur leurs écritures et qui forment une sorte d'autocritique. C'est un peu la réforme de l'islam et donc qui correspond un peu à ce que le président Sisi demandait, c'est-à-dire il faut se débarrasser de l'idéologie de haine. Donc, qu'est-ce que vous pensez sur le rôle que peut jouer des musulmans éclairés qui se trouvent... Monsieur Welbeck, si vous voulez bien répondre. Voilà, qui se trouvent aujourd'hui en Égypte, est-ce qu'on peut les appuyer et les soutenir? Alors, très vite, une seconde question, peut-être avant, ou vous préférez tout de suite répondre tout de suite? Hein? Alors, on prend les questions. Qui est la... Oui, monsieur, quel est votre nom? Merci. Voilà, non, ça ne fonctionne pas. Peut-être si vous vous levez, on vous voit bien. Voilà. Frédéric Esposito de l'Université de Genève. Ma question s'adresse à Dorothée Schmid. Toujours Dorothée. Aujourd'hui, Daesh pèse environ 6 à 7 milliards de dollars, dont 40% de ce budget provient de sa manne pétrolière, plus toute une série d'autres trafics. En d'autres termes, Daesh aujourd'hui fonctionne comme une grosse organisation criminelle, et une partie de ces trafics passe par la Turquie. Ma question, comment expliquer aujourd'hui que la Turquie bénéficie d'une certaine façon d'une forme d'impunité au niveau de sa frontière, sachant que la capacité à assécher financièrement Daesh fait partie aussi des différentes solutions
pour lutter contre celle-ci? Merci. Oui, monsieur, quel est votre nom? Anthony Yalap, président du comité de soutien aux chrétiens d'Irak. Ma question s'adresse aussi à Mme Dorothée Schmidt. Est-ce qu'on peut dire que les chrétiens d'Irak et de Syrie ont été sacrifiés sur l'autel des hydrocarbures? Merci, je crois que... Voilà, nous allons continuer maintenant. Voulez-vous répondre, monsieur? Voulez-vous répondre? Certainly. Merci pour votre question. Vous avez fait allusion à une réforme de l'islam. Vous avez fait allusion au rôle du musulman éclairé. Quand on parle de réforme à l'intérieur de l'islam, on se perd dans l'histoire européenne et ce n'est pas très utile. Et il faut faire une comparaison avec la réforme européenne. Eh bien, probablement, les salafistes représentent les réformateurs en Europe lors de la réforme en Europe. Quand on parle de musulmans éclairés, la grande majorité de musulmans, historiquement et aujourd'hui, vraiment, la plupart des musulmans sont opposés à cette idéologie et interprètent les écrits autrement, y compris les hadiths et le Coran. Une partie du problème, c'est que les voix des musulmans éclairés sont noyées et c'est là où la société civile, le gouvernement, les médias peuvent jouer un rôle pour aider la communication des idées musulmanes modérées qui peuvent s'opposer à cette idéologie pernicieuse. Ces voix doivent être plus attirantes, les voix des musulmans modérés, ce qui constitue la majorité des musulmans. Malheureusement, je ne sais pas si tout le monde a compris, mais il y aura certainement un document que vous pourrez lire. Madame Schmid, c'est à vous la parole. Oui, alors évidemment, que des questions pas faciles. Alors sur le pétrole et le trafic, alors d'abord, Daesh ne se finance pas qu'avec le pétrole, et il n'y a pas que les Turcs qui achètent du pétrole et qui ont besoin de pétrole. Donc effectivement, ils sont un maillon dans ce trafic. Ensuite, on ne sait pas très bien ce que ça rapporte comme argent en réalité précisément. C'est-à-dire que sur les budgets de Daesh, on a quand même des fourchettes qui sont très larges d'estimation. On sait qu'on est dans une guerre d'attrition contre Daesh, donc effectivement ça c'est très important parce qu'on veut à la fois les épuiser militairement mais aussi les empêcher de se stabiliser économiquement. Mais comment est-ce qu'on va les épuiser alors qu'aujourd'hui ils continuent d'avoir une capacité de mobilisation idéologique, on vient d'en parler, qui est très importante, et je crois que la conclusion de mon voisin était absolument essentielle sur le fait que la force de mobilisation idéologique ne disparaît pas le jour où ce groupe qui a pris en charge cette idéologie particulière disparaît. C'est un problème, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a fait disparaître un mouvement radical, on en a eu un plus radical dans la région jusqu'à présent. Donc cette espèce de cascade ne s'arrête pas tant qu'on n'aura pas une solution, on le sait, pour satisfaire les revendications des Arabes sunnites en Syrie et en Irak. Bon. Donc comment épuiser Daesh si on n'a pas une vraie solution politique à la fin qui satisfasse ceux qui sont probablement leurs soutiens politiques et sociaux et qui peuvent passer de leur côté, qui peuvent passer dans leur camp. Et comment est-ce qu'on peut les épuiser si on n'est pas d'accord entre nous, et ça c'est ce que soulignait tout à l'heure Hubert Védrine, sur le type de combat à mener, les moyens de les épuiser, le type d'action qu'il faut qu'on ait conjointement. Ça c'est quand même un problème qui dépasse la simple solution militaire, même si on sait qu'aujourd'hui Daesh recule un peu sur le terrain. Sur la question des chrétiens d'Irak, alors c'est une question qui me dépasse assez largement. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai le sentiment que aujourd'hui, on est dans une vaste humeur de nettoyage ethnique à l'échelle entière de la région, que je crois que ça va être extrêmement difficile de revenir en arrière, que j'ai beaucoup de mal à croire que ces sociétés qui aujourd'hui ont développé des espèces d'anticorps intercommunautaires vont se remettre à devenir des sociétés inclusives du jour au lendemain. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est quand tout à l'heure Hubert Védrine a cité le président Sisi comme étant le protecteur des Coptes aujourd'hui en Égypte. Ça me fait d'une certaine façon un peu penser
au discours qu'avait Tayyip Erdogan vis-à-vis des Juifs en Turquie il y a encore quelques années. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un discours à l'ottomane de hiérarchie des communautés, avec la grande communauté ou la plus puissante qui protège les plus petites. Et les petites communautés doivent être sans cesse en recherche du soutien du puissant. Or, comme le puissant a souvent une légitimité politique qui est faible, quand la roue tourne, ça se passe mal pour les petites communautés. Donc la solution, c'est vraiment à la fin de réussir à avoir des sociétés qui deviennent plus tolérantes, plus inclusives, ou qui le redeviennent, puisqu'elles l'ont été à un moment ou à un autre de l'histoire du XXe siècle au Moyen-Orient. Merci Madame. Merci Madame, vos propos sont infiniment intéressants et très clairs. Le dernier intervenant, Monsieur Juillet, va répondre. Oui, concernant la question que vous avez posée, monsieur, sur est-ce que le problème énergétique amène à la disparition des chrétiens d'Orient. Je crois que la réponse vous a été donnée en partie maintenant. Le problème est simple, en définitive. Au départ, dans cette affaire de guerre en Syrie, de cette opposition en Syrie, il est évident que le problème n'était pas du tout le problème des chrétiens. C'était un problème, comme je vous l'ai expliqué, économique entre le Qatar et l'Arabie saoudite qui ont financé des mouvements de rébellion pour renverser Bachar et empêcher l'accord avec l'Iran. Et d'un autre côté, les Iraniens qui voyaient évidemment d'un bon œil que Bachar puisse continuer et qui sont immédiatement opposés en envoyant des Pasdaran et en envoyant les Hezbollah du Liban pour défendre le régime en place contre les mouvements rebelles qui étaient financés par les Qataris et les Saoudiens. À cette époque-là, personne ne s'intéressait au problème des chrétiens d'Orient dans la zone. Je vous rappelle quand même que la Syrie est un pays laïque dans lequel il n'y a jamais eu de répression des chrétiens. Il ne faut quand même pas l'oublier, ni des juifs d'ailleurs. Hein, sauf quelques histoires d'espionnage, mais enfin c'est... Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le basculement progressif, ou du moins la prise de contrôle progressive de la rébellion, ce qui était prévisible par les frères musulmans, puis les salafistes, Al-Qaïda et bien sûr ISIS, comme on disait, c'est Daesh, a fait que progressivement on est monté en puissance dans un rejet complet des autres. Al-Qaïda refusant ce qui n'est pas musulman et Daesh allant beaucoup plus loin puisqu'il refuse tout ce qui n'est pas salafiste. Donc c'est quand même encore beaucoup plus simple de ce côté-là. Alors évidemment, à partir de ce moment-là, il faut éliminer tous les autres, comme ça a été très bien dit. Donc oui, il y a eu un engrenage fatal suite à une guerre pétrolière, une guerre gazière, et qui aujourd'hui nous mène dans la situation actuelle. La vraie question, et je pense que tout le monde va en débattre aujourd'hui, durant toute cette journée, la vraie question c'est, après, est-ce qu'on peut rapprocher des communautés qui se sont massacrées, ou qui se sont fait massacrer, en ce qui concerne les Coptes, par des gens qui sont des fanatiques, parce qu'il faut arrêter de dire que les salafistes sont des gentils, c'est une secte fanatique et extrémiste de l'islam. La preuve, c'est qu'ils font la chasse aux soufis, qui sont au contraire les plus hauts mystiques de l'islam. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un problème. Alors la question est, est-ce qu'on est capable de faire ça ? L'expérience qui s'est passée dans un certain nombre de pays, quand même, ont montré qu'on peut ramener progressivement le calme. Mais on ne peut ramener le calme que avec des régimes qui tiennent avec une main de fer la population le temps que le calme revienne. Et en ce qui concerne le maréchal Sissi, eh bien, si vous allez aujourd'hui en Égypte, eh bien, vous verrez que l'ordre règne effectivement en Égypte et que les populations retrouvent un calme qu'elles avaient perdu ces derniers temps. Et j'en veux pour preuve un de mes amis, qui est un des chefs des frères musulmans, qui est le seul libre actuellement encore en liberté, qui habite en Angleterre, mais qui vient régulièrement en Égypte, qui est le seul qui a été laissé libre, et qui dit, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, il vaut mieux qu'on laisse faire, parce que sinon ça va repartir dans des conflits religieux qu'il ne faut pas souhaiter. Un frère musulman, c'est un des chefs des frères musulmans qui vient en Angleterre, que notre ami doit connaître. C'est pour vous dire que oui, on peut y arriver, mais on peut y arriver qu'à partir du moment où un pays est tenu. Je vais peut-être vous choquer, puisque nous sommes, et fort heureusement, dans une démocratie, mais je crois que dans une démocratie, c'est impossible de faire revenir face à face, en se serrant la main, des gens qui se sont massacrés et se sont détestés. Il faut un temps intermédiaire dans lequel il faut tenir le pays. C'est un des problèmes qui va se poser pour la Syrie du futur. Monsieur le ministre, monsieur, vous avez la parole. Monsieur Chevènement. Merci, Madame le Sénateur.
détruire l'État islamique et après? Voilà donc la question à laquelle nous devons répondre en nous rapprochant du terrain malheureux de ces deux pays en décomposition que sont l'Irak et la Syrie. En décomposition, ils ne l'ont pas toujours été. Il faut rappeler que ces pays se sont formés au lendemain de la Première Guerre mondiale autour de deux grandes capitales, celle des Omeyyades à Damas, celle des Abbassides à Bagdad, et que le fait que ces pays aient été des pays multiethniques et multiconfessionnels ne devrait pas gêner des républicains français, car nous-mêmes, nous acceptons que les citoyens français puissent professer la religion qu'ils souhaitent, et il n'y a pas de critère ethnique qui intervient dans la définition de notre citoyenneté. Donc, ces États étaient devenus, pour un tas de raisons sur lesquelles je ne m'étends pas, des régimes bassistes, des dictatures, il faut le dire, mais des dictatures laïques. Et dans ce cadre-là, les minorités religieuses, au moins, pouvaient survivre dans des conditions qui pouvaient paraître, en tout cas pour les chrétiens d'Orient, acceptables. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas toutes sortes de rivalités, bien évidemment. Il me semble quand même que pour parler de la situation actuelle, on ne doit pas oublier que ces pays étaient portés par des courants modernisateurs. Ils s'inscrivaient dans le courant de ce qu'on appelait la nada, de la réforme, et que la montée du fondamentalisme islamique dont Daesh est la pointe avancée aujourd'hui n'est que l'envers de l'échec de la réforme, de l'échec de la nada, de l'échec du nationalisme arabe, de l'échec de tout ce qui portait ces pays vers la modernité. Pour autant, il ne faudrait pas déduire que ces courants de la réforme ont disparu. Naturellement, ils répondent toujours à des aspirations dans ces pays, même si le fondamentalisme islamique a pris le dessus depuis, on pourrait dire, 1979. Khomeini en Iran, l'occupation des lieux saints de la Mecque par des extrémistes wahhabites et le début du djihad afghan après que les soviétiques se soient immiscés dans les affaires de l'Afghanistan. Disons que c'est à partir de ce moment-là que, par suite d'interventions plus ou moins à droite ou plutôt maladroite d'ailleurs, nous avons contribué à faire en sorte que, après la première guerre Irak-Iran, soutenue par la communauté internationale, enfin je veux dire l'Irak étant soutenu par la communauté internationale, ensuite une guerre du Golfe qui était parfaitement évitable, si on avait simplement voulu obtenir l'évacuation du Koweït, hein. Ensuite le développement en Arabie Saoudite d'un djihad sunnite sur la base de ce qu'était Al-Qaïda, mais Al-Qaïda, après la fin de la guerre afghane, se retourne contre l'Occident, et les premiers attentats de Al-Qaïda se situent, si je me souviens bien, en 1992, c'est-à-dire au lendemain de la première guerre du Golfe. La deuxième guerre du Golfe est encore plus déstabilisatrice que la première, qui l'avait d'ailleurs été puissamment, puisqu'elle a instauré un blocus et un encagement de l'Irak, et que c'est pour finir le job que le président Bush Junior a entrepris la deuxième guerre, qui aboutit à la destruction de l'État irakien, de son administration, de son armée, de sa police, avec comme résultat une partition de fait. Partition de fait contre laquelle le gouvernement de Bagdad n'a pas vraiment lutté tant qu'il a été dirigé par M. El-Maliki, dont le gouvernement était quand même relativement sectaire et a contribué à offrir les régions occidentales de l'Irak, d'abord à Al-Qaïda,
Tout à l'heure, M. Juillet a parlé de El Zarqawi. C'était dans les années 2004-2005. Et l'armée américaine a fait un énorme effort pour reconquérir ces provinces d'Al-Anbar et de l'ouest irakien. La bataille de Fallujah a duré plusieurs mois. C'est en achetant le retournement des tribus sunnites que le général américain Petraeus a obtenu en quelque sorte une accalmie qui a précédé le départ des troupes américaines de l'Irak. Mais je pense qu'il faut resituer tout cela en perspective parce que le désordre qui s'est créé, si je commence par l'Irak, c'est que Daesh s'est d'abord développé en Irak. Hein. Il ne faut pas croire que Daesh, c'est le produit de Bachar el-Assad, comme je l'ai entendu dire, y compris par de hauts responsables chez nous. En réalité, Daesh s'est développé en Irak et ce n'est que très récemment que le gouvernement irakien a changé et qu'on peut l'espérer, une autre politique moins sectaire sera développée vis-à-vis des populations sunnites de l'ouest irakien, qui représente quand même à peu près le 5e ou le quart de la population totale de l'Irak. Les chiites sont un peu plus que la majorité, les Kurdes sont le solde, soit à peu près 20% aussi. Disons qu'il y a un certain équilibre de l'Irak et qu'il est probablement préférable de préserver si on veut maintenir l'unité de l'Irak. Et en même temps, je dirais qu'un Irak dont le gouvernement est à prépondérance chiite est évidemment davantage inféodé à l'Iran. Est-ce que nous voulons garder une certaine marge de distanciation de l'Irak par rapport à l'Iran? C'est une question qu'on doit se poser. Les révolutions arabes ont éclaté en 2011, au moment où les troupes américaines achevaient leur évacuation de l'Irak. Et dans les révolutions arabes, il y a naturellement la Tunisie, l'Égypte, le départ de M. Ben Ali et du maréchal Moubarak. Il y a ensuite la Libye et la Syrie. Je pense que l'erreur a été de prendre le train en marche des révolutions arabes en pensant que ça allait se passer en Syrie comme ça s'est passé en Tunisie ou en Égypte. La réalité était beaucoup plus complexe. On s'est aperçu que le régime de Bachar el-Assad avait davantage de soutien et que très vite d'ailleurs sur cette guerre entre le pouvoir syrien et son opposition s'est greffée une guerre par procuration, guerre menée par les puissances sunnites contre l'axe chiite de fait qui s'était constitué, Iran, Irak avec un gouvernement plus ou moins inféodé à l'Iran, Syrie traditionnellement alliée à l'Iran et Hezbollah libanais, chiite, qui était le prolongement naturel jusqu'à la Méditerranée. Donc par rapport à cet axe chiite, une mobilisation des puissances sunnites. Quand je dis mobilisation, il y aurait beaucoup à dire parce que Dorothée Schmidt nous a parlé tout à l'heure de l'attitude de la Turquie qui a rompu avec le principe de Kemal Atatürk, pas d'ennemis à nos frontières, pour développer une sorte de néo-ottomanisme et très vite s'ingérer dans les affaires de la Syrie, puisque la création de l'ASL, de la coalition nationale syrienne et des amis de la Syrie intervient dès 2011. Alors en même temps, il y a un conflit de parrainage parce que l'Arabie saoudite patronne certains groupes, et notamment des groupes salafistes ou même des groupes franchement liés à Al-Qaïda comme Jabhat al-Nusra. Donc il y a ce conflit de parrainage entre les puissances sunnites. J'ajoute que le Qatar soutient les frères musulmans qui traditionnellement vertébraient l'opposition syrienne. Merci de votre attention. Voilà pour ce colloque intitulé « Détruire l'État islamique et après », qui s'est tenu au mois de mars dernier au Sénat et qui a tenté d'explorer les voies de réorganisation politique au Moyen-Orient après la destruction de Daesh et comment également sortir de la crise en Syrie. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.